Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'ouvrir ces journées de l'éducation relative à l'environnement. Je suis Laurence Brière, je suis professeure au département de didactique, chercheur au Centraire. Et ben voilà, donc du 5 au 20 octobre, notre centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le Centraire, organise ces journées de l'ERE. Ce centre est un centre de recherche en partenariat avec des associations et des institutions en éducation relative à l'environnement. Notre mission, c'est de contribuer à l'harmonisation des relations entre les personnes, les groupes sociaux, l'environnement à travers une diversité d'activités éducatives, de recherche et de formation. Donc, ces journées, elles entament la saison automnale du Centraire et on souligne 3 dates symboliques dont les significations marquent considérablement notre rapport à l'environnement et à l'éducation et aux enjeux qui concernent les peuples autochtones et l'environnement. Le 5 octobre, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des enseignants et des enseignantes. On en a parmi nous. Le 12 octobre, c'est la journée dite de la découverte des Amériques, qui marque de très douloureux moments d'histoire et qui incite à reconstruire les liens avec les premiers peuples de ces continents renommés Abya-Yala depuis 1977. Et le 14 octobre, ce sera la journée internationale de l'éducation relative à l'environnement. Donc, ces 3 dates balisent pour nous un parcours d'activités, des séminaires, des tables rondes, conférences et rencontres qui vont offrir des regards complémentaires sur le passé, le présent et l'avenir de notre champ de recherche et d'intervention. Au sein de l'UQAM, au Québec et au-delà, aujourd'hui, on est très content d'avoir des gens d'Haïti avec nous. Et tout au long de ces journées, il va y avoir de multiples fenêtres qui vont être ouvertes sur les maillages interdisciplinaires foisonnants que favorise l'éducation relative à l'environnement. Alors aujourd'hui, nous ouvrons une table ronde intitulée Enjeux éducatifs de la mouvance jeunesse et étudiante pour la justice socio-écologique. Et je laisse la parole à mon collègue Hugues Asselin qui va animer cette table ronde. Super. Merci beaucoup, Laurence. Merci à celles qui se sont déplacées aujourd'hui pour être avec nous. Merci à tout le monde qui nous écoute aussi à distance. Avant de commencer, en fait, je voulais profiter de l'occasion peut-être pour lire le résumé de l'événement qu'on organise aujourd'hui parce que je pense que c'est important qu'on se rappelle qu'à l'automne 2018, il y a un mouvement d'élèves qui se mettait en place dans plusieurs villes à travers le monde, faisant grève tous les vendredis pour une plus grande justice climatique. Au Québec, cette mouvance s'est bien enracinée dès les premiers mois, rejoignant rapidement de nombreuses écoles secondaires et institutions d'enseignement supérieur. Si par la suite, les grandes organisations environnementales et syndicales ont emboîté le pas et contribué à l'ampleur de la mobilisation qui a culminé le 27 septembre 2019 avec la marche historique d'1 demi-million de personnes dans les rues de Montréal, ce sont les jeunes et les étudiants et étudiantes mobilisés qui ont constitué la tête du mouvement et qui en ont été les principaux artisans et artisanes. 5 ans après l'émergence de ce mouvement et au lendemain de la mobilisation désormais annuelle de septembre pour la justice climatique, il convient de rappeler et de reconnaître le rôle de ces groupes et associations dans le développement de la mobilisation sociale, mais également dans la construction de leur propre pouvoir agir face aux enjeux socio-écologiques contemporains. Un pouvoir agir que le système d'éducation formelle peine par ailleurs à accompagner le développement encore aujourd'hui. La table ronde, qui réunit aujourd'hui plusieurs jeunes étudiants ou non étudiants, membres de différentes organisations, va être l'occasion de discuter de l'actualité des enjeux associatifs, des enjeux éducatifs associés à ces mouvements-là. Donc, pour la table ronde, je remercie la présence, en fait, des gens qui vont être avec nous aujourd'hui. D'abord, Jacob Pirot, Sandrine Girula, Gal Barnéa, et par ailleurs, à distance, des jeunes qui sont mobilisés aussi en Haïti. On a la présence de Madame Kerline d'Orléans, qui est là. Et je ne sais pas, en fait, si Vidmaël Fils et Tamara Révolu sont là aussi. Ouais. Vidmaël est là, Tamara n'est pas là. Tamara n'est pas là, d'accord. Alors, Vidmaël et Kerline sont avec nous aujourd'hui en direct d'Haïti. Alors, plutôt que de faire la présentation, en fait, de nos panélistes, je vais leur céder la parole pour qu'ils puissent eux-mêmes se présenter parce qu'ils ne sont pas nécessairement ici à titre de représentants de leur mouvement, mais comme des personnes engagées, souvent dans
plus d'un mouvement, plus d'une association. Donc, je vais les laisser eux-mêmes se présenter, qu'ils nous disent leur nom, à quel mouvement justement ils sont rattachés, qu'est-ce que c'est que ces mouvements-là, quels sont leurs objectifs, puis peut-être s'il y a des activités ou des actions spécifiques à mentionner. Donc, je vous invite à le faire comme vous le semble. Alors, je peux laisser la parole peut-être à Gad en premier, ça te va? D'accord, salut tout le monde. Je m'appelle Gal et j'ai 16 ans et actuellement je suis en secondaire 5. Donc, au moment, je suis impliquée avec un groupe qui s'appelle Pour le futur Montréal Jojagé ou PLF. Et ouais, mais mon activisme n'a pas vraiment commencé avec PLF. Ça a commencé au fond à l'école et aussi grâce à ma sœur qui est aussi activiste dans le mouvement climatique à Montréal. C'est elle qui a joint l'équipe verte à notre école pour la première fois et quelques années plus tard, j'ai suivi dans ses pas et c'est comme ça que mon activisme a commencé. J'ai été immédiatement très intéressée et aussi inquiétée par les changements climatiques. J'ai été un peu comme obsédée par l'idée de faire un changement dans mon monde. Et au début, ce monde a été juste ma petite école, ma famille. Mais un peu après la grande marche de 2019 avec Greta Thunberg, c'était ma première manif, j'ai rejoint PLF et donc j'ai pu faire un impact dans une communauté plus grande. Donc, avec PLF, nous avons aidé à organiser plusieurs manifs grandes et très petites, des grèves, des événements. Et en 2022, on a recommencé un peu la tradition de Fridays for Future, de faire des grèves scolaires chaque vendredi. Donc, on en a fait 14 d'affilée, mais c'était un peu épuisant. Donc, maintenant, on concentre surtout sur faire des collaborations avec d'autres organismes communautaires et environnementaux à Montréal. Et on aide à organiser les manifs annuels de septembre et du Jour de la Terre. Comme j'ai rejoint le groupe peu après le début de la pandémie et je n'ai que connu le mouvement quand il était comme en difficulté parce que le COVID a vraiment brusquement arrêté le momentum du mouvement qui a commencé comme en 2018-2019. Et depuis, nous n'avons jamais vraiment récupéré, ce qui est vraiment, ouais, c'est difficile. Donc, au moment, PLF est probablement un de ses points les plus faibles. C'est difficile de mobiliser les jeunes, surtout au secondaire, parce qu'il y a tellement de, je ne sais pas comment ça se dit en français, de turnover, parce que c'est juste comme 5 ans. Donc, c'est difficile de recruter des jeunes, surtout qui sont plus jeunes. Donc, ouais, mais on veut reconstruire le mouvement et ouais, c'est ça. Je suis impliquée depuis 4 ans maintenant et pour être honnête, je ne sais même pas si ce que je fais a un impact. Mais pour moi, être impliquée dans le mouvement, surtout pour les changements climatiques, c'est pas une option, mais c'est comme une obligation morale parce que je pense que je dois faire mon part, même si je ne sais pas si ça a vraiment un impact parce que comme citoyenne, c'est ça comme ma responsabilité. Cela dit, je suis très contente d'être ici et de pouvoir partager mes apprentissages avec vous. Merci. Merci, Gal. Sandrine? Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Sandrine, j'utilise le pronom elle. Ça fait déjà plusieurs années que je m'implique dans les mouvements sociaux. J'ai commencé plus avec le Forum social mondial en 2016, donc ça fait déjà un petit bout. À ce moment-là, j'avais 16 ans. Donc, je m'impliquais vraiment plus au niveau de la justice sociale, puis à travers le temps, puis à travers les implications à partir de 2018 avec la planète. Ben, dans ce temps-là, c'était la planète Saint-Vite à l'université. Maintenant, c'est la SEV, donc la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Donc là, bien entendu, je suis rentrée dans la mouvance de la lutte pour la justice climatique et tout ce qui s'est passé avec la mobilisation à Montréal de Jojagé. Donc, à travers le temps, j'ai continué mon implication à ce niveau-là. Puis après ça, c'était aussi à travers mes études en sciences de l'environnement. Puis là, à travers les dernières années, mais je me questionnais par rapport justement à ces études-là, notamment dans le contexte actuel où malheureusement, les scientifiques ne sont pas écoutés. Donc, je me questionnais à savoir, est-ce que j'ai le temps, en fait, de comme, finir à avoir un master ou un doctorat qui me permettrait de gagner une légitimité scientifique, mais qu'au final, elle est déjà pas écoutée quand la science est déjà là, puis elle est très vraie. Donc, un peu une petite crise existentielle. Et
un ami à côté a lancé le collectif qui vous parlera plus tard, qui est le collectif Le Temps de Militer, où justement, c'était des jeunes étudiants et étudiantes qui ont décidé de soit diminuer leur charge de cours ou arrêter leurs études pour militer plus à temps plein. De mon côté, ça avait beaucoup de sens, surtout avec mon emploi qui était également en éducation relative à l'environnement. Je suis coordonnatrice maintenant du programme Sévère, donc qui est un programme en éducation relative à l'environnement pour les jeunes de 14 à 16 ans dans certains quartiers à Montréal avec les YMCA. Donc, à travers tout ça, je continue justement à être dans le milieu de l'ERE, dans le milieu justement de l'éducation populaire, puis de voir aussi les différentes formes d'éducation qui sont pas entre les quatre murs d'une école ou d'une institution, mais vraiment que ce soit dans les rues à travers la mobilisation, que ce soit dans des parcs à travers des activités avec les jeunes. Fait que vraiment de voir l'éducation comme quelque chose de communautaire. Fait qu'en tout cas, j'ai très hâte d'en parler aujourd'hui, puis à travers aussi tous les appris que j'ai eus à travers les dernières années, puis l'implication qui a été autant d'un point de vue local avec des mouvements grassroots que d'avoir eu l'opportunité d'aller au COP aussi, puis de comprendre un peu plus les institutions de droit international. Donc, j'ai comme eu la chance d'apprendre à plusieurs échelles, fait qu'en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous partager ces acquis-là aujourd'hui. Merci, Sandrine. Jacob? Oui, salut tout le monde. Moi, c'est Jacob, pronom il. J'ai commencé, je pense, un peu en même temps que toi, Gal, en 2018-2019. Mais je commençais avec Extinction Rébellion pour ce qui est de la mobilisation pour la justice climatique. Donc, je suis comme directement rentré dans une éducation qui était plus basée sur l'action que sur la réflexion. C'est le classique de Extinction Rébellion, c'était 90% action, 10% réflexion. Ça paraît sur les actions qui étaient faites, mais il y a aussi l'idée que notre objectif, c'était vraiment de pousser plus loin, en fait, les possibilités de ce qui était possible de faire en tant qu'activiste pour la justice climatique. Et donc, c'était vraiment comme ça mon début dans le milieu de la justice climatique. C'est ça, après ça, comme Sandrine l'a dit, j'ai cofondé avec une amie, Isabelle, le collectif Le Temps de Militer. Donc, c'est ça, notre objectif, c'était vraiment de... Moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais plus à l'école parce que je réalisais que dans un cours de philo, j'étudiais en philo à l'université, puis comme c'était juste après le rapport du GIEC, il y avait des feux de forêt, j'écoutais Zénon, puis comme le principe qu'une flèche ne se rendra jamais à la cible du abet et puis j'étais comme, ça n'a aucun sens dans un contexte de crise environnementale que je sois en Zoom dans ma chambre à écouter un cours sur les paradoxes de Zénon alors que le monde brûle. Et donc, j'ai décidé ce jour-là de lâcher l'école et de m'impliquer à temps plein pour la justice climatique dans Extinction Rebellion et dans la Sève à ce moment-là. Donc, c'est ça. Moi, ça a été principalement les actions directes, la désobéissance civile non violente et les associations étudiantes que j'ai délaissées après avoir lâché les études. Mais c'est pas mal ça. Donc, j'ai rendu aujourd'hui, c'est ça, je milite, c'est ça, avec le collectif Anti-Gun. Donc, c'est ça, on est rendu dans des principes de désobéissance civile légaux. Donc, on est rendu, en ce moment, on est en procès. Donc, tout ce que je dis peut et va être utilisé contre moi aujourd'hui dans au tribunal. Donc, je vais faire attention. Mais il y a l'idée qu'on apprend de différentes façons. Et je suis maintenant employé au Hub, c'est ça. Donc, le Hub de mobilisation pour la justice climatique. Et donc, mon travail, c'est de donner des formations sur différents sujets. Et c'est ça, je fais partie de l'équipe mobile. Donc, mon travail, c'est d'aller comme à différentes écoles, différents groupes communautaires, différents groupes militants, comprendre leurs besoins, essayer de vraiment être sur le terrain puis de les écouter pour ensuite répondre aux besoins de ces groupes-là de différentes façons. Donc, c'est, je pense, dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Super. Voilà. Merci, Jacob. Je tiens à préciser qu'il y avait d'autres personnes aussi qui avaient été conviées, qui devaient être parmi nous aujourd'hui, mais pour différents concours de circonstances, on peut pas être avec nous. Donc, il y avait Quentin Lehmann qui devait être ici. Et puis, il y avait également Florence Lachapelle ou une autre personne du groupe Rage climatique qui avait organisé une semaine d'action la semaine précédente. Donc, on les avait conviés. Puis, bon, malheureusement, comme je disais, il est arrivé des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas possible pour eux d'être avec nous. Mais bon, on salue quand même leur engagement et leur participation à la préparation de la journée aujourd'hui. Maintenant, on a des gens en Haïti aussi, d'autres groupes de jeunes qui sont mobilisés aussi pour la justice socio-écologique là-bas. Donc, j'aimerais ça passer la parole à Kerline d'Orléans pour qu'elle puisse se présenter. Puis peut-être Vidmaël, mais je ne sais pas si vous aviez prévu un autre ordre. Je vous cède le micro en Haïti. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir aujourd'hui pour ce grand événement. Nous sommes extrêmement ravis de vous rencontrer. Je m'appelle mon nom, c'est Kerline d'Orléans, je suis membre
des jeunes de Kingscourt pour une transition écologique et sociale en Haïti. Également, je fais partie du mouvement national citoyen pour le climat alternatif à Haïti. Nous travaillons également comme vous sur la question de l'environnement, l'éducation relative à l'environnement. Et ce que nous faisons, c'est que nous montrons toutes les solutions qui sont possibles pour contrecarrer les dérèglements climatiques, pour travailler sur les changements climatiques, pour travailler sur la question de l'environnement, tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut élever la température de notre planète. Et tout ce que nous faisons au niveau du groupe de jeunes pour une transition écologique et sociale, ce que nous faisons à Alternativa Haïti, ça concerne également la question de l'environnement, ce que nous allons plus ou moins développer aujourd'hui. Nous allons parler. Donc, je crois que pour ma présentation, c'est ça. Et il y a Louis Maël à côté de moi, je crois qu'il va se présenter lui-même. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Madame Noël Roussette. Je salue le secrétaire aussi du CAM, je salue aussi la salle qui est présente avec nous aujourd'hui. Alors, comme déjà dit, je suis Pouchil Maël, je suis membre du groupe de Corpo pour une transition écologique et sociale. Nous regardons tous ceux qui ont aspect avec le climat, l'environnement, afin de chambarder des choses qui ont été et d'en apporter des meilleures. Je suis aussi membre d'Alternativa Haïti, plus précisément dans la commune de Corfou, d'où nous regardons sur un point beaucoup plus stratégique afin de voir comment nous allons, premièrement, changer le système et aussi, sans toucher au climat, nous nous dénonçons et proposons, et aussi nous regardons face au système néolibéraliste afin de voir comment nous pourrons élever une société avec une meilleure éducation face avec tout ce qui gangrène aujourd'hui, tout ce qui a à voir avec l'environnement. Donc, je suis très ravi d'être là sur cette étape. Merci beaucoup. En fait, je voulais, avant qu'on commence tout de suite à parler puis à poser des questions qu'on a préparées ensemble, évidemment, avant la rencontre d'aujourd'hui, je voulais rappeler que l'événement d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans une suite, là, une petite histoire des relations entre le Centraire et les mouvements étudiants et jeunesse mobilisés pour la justice socio-écologique. Déjà en 2019, on avait organisé 2 événements pour discuter avec les mouvements qui appuyaient certaines des initiatives qui ont été propulsées par le Centraire, entre autres la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté qui a été lancée en 2018. Plusieurs mouvements ont fait le choix d'appuyer cette proposition-là. Et donc, devant cette forme de collaboration, en fait, qui a émergé, on a invité des groupes de jeunes à nous parler justement de leurs expériences pour essayer de comprendre puis de faire valoir aussi les apprentissages que ces jeunes-là peuvent faire à travers la mobilisation citoyenne, à travers leur engagement. Et puis, plusieurs des apprentissages, en fait, qui ont été nommés, ont été résumés ici. Puis j'aimerais peut-être vous les présenter pour éviter de reproduire encore les mêmes questions puis entendre les mêmes choses. Donc, je voulais vous partager que les jeunes nous ont dit en 2019 dans ces mouvements-là, en fait, on apprend plusieurs choses. Donc, on fait des apprentissages en lien avec la démocratie, avec l'exercice de la citoyenneté qui dépasse le cadre du vote aux 4 ans, là. Des apprentissages associés aux politiques, donc pas seulement qu'à la politique telle qu'elle est désignée souvent par certains politiciens, mais bien par le politique. Des apprentissages aussi associés aux enjeux socio-écologiques, parce que souvent, dans la mobilisation même, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font. Jacob nous parlait du hub qui participe beaucoup à la formation des différents militants dans les mouvements. Donc, on apprend beaucoup à propos des enjeux socio-écologiques, donc des enjeux à propos du climat, sur les grandes organisations comme le GIEC, comment les COP sont organisés, par exemple, comme Sandrine le disait. Mais on apprend aussi comment ces enjeux-là sont complexes. En fait, on fait des apprentissages qui relèvent de la complexité, donc de l'intrication entre les sciences biophysiques, mais aussi tout ce qui touche le domaine des humanités, donc la politique, la sociologie, etc., et même la psychologie. On apprend évidemment comment certaines mouvances, dont la mouvance extractiviste, a un impact significatif sur nos milieux. On apprend aussi différentes formes de rapport au monde à travers ces mobilisations-là.
D'autres apprentissages, en fait, des apprentissages à propos des revendications d'autres collectifs. On parle des revendications autochtones, par exemple. Donc, toute la mobilisation pour la justice socio-écologique n'était pas nécessairement au diapason des revendications autochtones par le passé, mais progressivement, à travers la mobilisation, ce sont des revendications desquelles ils sont désormais de plus en plus solidaires. Donc, des apprentissages dans ce sens-là, donc des revendications décoloniales, antiracistes, féministes, pour la diversité de genre, diversité sexuelle, des revendications d'ordre de plus en plus anticapitalistes également, anticapacitistes pour la diversité neurologique. Donc, vous voyez un paquet d'apprentissages de cet ordre-là. Évidemment, des apprentissages aussi d'ordre un peu plus instrumental, donc des apprentissages en termes de communication, de prise de parole en public, de rédaction, de conception de pancartes, de logistique. Quand on parle d'organiser une manifestation, il y a des connaissances, des apprentissages logistiques importants, l'organisation, mais aussi des apprentissages en termes d'évaluation de l'action. Qu'est-ce que l'action a pu donner, puis vers quoi on se lance par la suite. Des apprentissages en termes de mobilisation, comment apprendre ensemble, comment apprendre collectivement, comment travailler en équipe, comment construire collectivement, comment composer avec les tensions internes aussi. C'est tous des apprentissages qu'on fait dans la dynamique de groupe, effectivement. Puis c'est pas des apprentissages qui sont nécessairement ceux qu'on va faire justement en milieu formel à l'école. Donc, c'est intéressant à citer. Des apprentissages en termes d'imagination, d'innovation, de création, d'expérimentation. On a parlé de développement du pouvoir agir, prendre conscience du pouvoir qu'on pouvait avoir en société. Donc, c'est des apprentissages vraiment significatifs. Je me souviens d'une conversation avec une des personnes qui a collaboré, qui nous expliquait comment à travers les vendredis pour le futur de 2018 à 2019, ce printemps-là, ce qu'on a vu émerger dans les écoles, c'est un paquet de défilés de mode après les manifestations, des friperies qui étaient organisées, des projets collectifs qui émergeaient parce que les jeunes, en se mobilisant, ont pris conscience de leur pouvoir agir. Et donc, à partir de ce moment-là, ils étaient capables de se mettre ensemble pour développer des projets qui n'étaient pas nécessairement en lien avec la justice socio-écologique, mais c'est une conscience du pouvoir agir qui est hautement significatif pour ces jeunes-là. Donc, c'est important à souligner. Des apprentissages, bon, comment dénoncer l'oppression, comment développer son esprit critique, évidemment. Puis, bon, des apprentissages aussi de l'ordre peut-être plus émotif, comment habiter le sentiment de révolte, finalement, qui nous gagne quand on fait face à des injustices aussi importantes que celle-là, mais comment aussi développer notre empathie avec les collègues qui marchent avec nous, avec le reste de la société qui, parfois, ne va pas nécessairement dans le même sens que nous, puis une empathie aussi avec peut-être d'autres formes de vie aussi avec lesquelles on cohabite. Donc, vous voyez qu'il y a un portrait quand même assez riche, assez vaste, là, qui commence à être de plus en plus documenté. Puis, je voulais quand même le partager avec vous aujourd'hui qui assistez, puis avec les collègues, pour peut-être vous demander aussi dans quelle mesure ça résonne avec votre propre expérience. Comment est-ce que vous considérez le portrait que je viens de faire? Est-ce que ça coïncide? J'aimerais ça peut-être entendre Gall, puis peut-être des gens aussi en Haïti qui ont une expérience probablement différente à certains égards de ce que les jeunes peuvent vivre ici, mais peut-être similaire aussi. Donc, peut-être Gall en premier, puis ensuite à Kerline ou Vilmaël. Moi, certainement. Depuis que j'ai rejoint PLF j'étais en secondaire 2, j'ai appris vraiment beaucoup, puis je pense que ça a beaucoup, ça fait partie de qui je suis maintenant. J'ai appris surtout beaucoup d'autonomie, puis comme comprendre mon pouvoir d'agir et que je peux faire des choses moi-même et juste comprendre que si je veux faire quelque chose, je veux faire un changement ou je veux organiser quelque chose, comme j'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Puis que tout le monde, comme même des gens en secondaire 2, ont du pouvoir. Puis c'est beaucoup la confiance aussi. Je pense qu'aussi, j'ai compris comment travailler avec les gens puis surmonter des obstacles parce qu'il y avait beaucoup de problèmes qu'on a rencontrés, mais on a dû persévérer puis comme apprendre comment les résoudre puis quand même atteindre notre but. J'ai beaucoup appris. Puis aussi, bien sûr, j'ai appris à propos des changements climatiques eux-mêmes et j'ai appris sur des autres mouvements aussi parce qu'au début, j'étais vraiment centrée sur les changements climatiques, mais en entrant dans ce monde, j'ai connu d'autres activistes qui travaillaient sur le féminisme, les droits LGBTQ+, les droits de l'anticapitalisme aussi.
Donc, tout ça, j'ai aussi appris grâce à le monde de l'activisme. Ok, merci. Peut-être du côté d'Haïti, Caroline Widmael, dans quelle mesure le portrait que j'ai tenté de faire correspond ou non avec ce que vous avez vécu, vous, dans votre travail, dans vos mobilisations locales? Bon, on a pu, à travers les expériences et au niveau de ces mouvements, on a pu réaliser beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses dans les expériences. Il nous a permis de devenir des citoyens ou encore, si je parle de façon personnelle, une citoyenne vraiment responsable par rapport à l'environnement, par rapport au traitement que je dois, moi, et prêter attention à l'environnement, au dérèglement climatique. Ça, c'est une des expériences extrêmement importantes que j'ai eu l'occasion de vécu à travers ces mouvements. C'est de rencontrer beaucoup plus de personnes qui exécutent les mêmes travaux. Exactement, on a l'exemple aujourd'hui que je vous parle maintenant. On parle d'environnement, on parle de changement climatique, on parle de tout ce qui concerne notre planète. C'est de rencontrer beaucoup plus de personnes qui font les mêmes travaux, c'est participer à un ensemble de plaidoyers auprès des acteurs locaux et acteurs étatiques qui vont nous permettre de leur impliquer ou encore de leur mettre en cause de la situation de notre environnement. Il nous aide également, bon, c'est l'expérience, nous aide de multiplier des villages qu'on appelle des villages alternatifs, qui nous permettent de rencontrer des gens qui mettent beaucoup plus d'alternatives concrètes afin de passer à l'action, sortant d'un état d'abstraction où on va, où on dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, mais à travers ces débats, ou encore à travers ces rencontres dans les villages, nous pouvons voir des gens, nous pouvons rencontrer des gens qui vont également, de leur côté, réaliser certaines choses et comprendre certaines choses par rapport à la question de l'environnement qui va déboucher sur des actions concrètes qui vont nous aider à mieux agir, pour l'environnement en n'abusant pas de trop, en gaspillant pas tous les éléments qui concernent l'environnement. Donc, c'est l'ensemble des expériences que nous, de notre côté en Haïti, essaie de développer la conscience citoyenne, le pouvoir d'agir individuel et collectif. Ça nous permet de nous engager davantage dans les prises de position, dans les prises d'action, et ça nous aide vraiment à avancer du côté de l'environnement. Alors, merci avec Caroline qui avait commencé surtout sur les points d'apprentissage pour nous du côté d'Haïti. Alors, je vais quand même ajouter. Alors, une des choses qu'il faut savoir, c'est que dans un tel mouvement, la première chose qu'on développe, c'est la capacité à se changer et aussi à changer notre entourage. De par cela, sinon, les mouvements contre le changement climatique n'allaient pas aboutir car une seule personne peut porter quelque chose, mais en réalité, on a besoin de tout pour faire. Donc, la première des capacités d'apprentissage qu'on a reçue, c'est la capacité d'innover, excusez-moi, la capacité de changer, de voir les choses sous d'autres angles, voir avec le sens de critique ou encore l'esprit critique. C'est l'une des choses qu'on a appris. On a appris aussi à travers l'équipe. Alors, il y a un grand qui m'a appris une loi qu'on appelle loi de 250 une personne peut changer de 250 personnes qui va que chacune de ces personnes au milieu de ces 250-là vont changer aussi de 250 personnes. Donc, ainsi, nous pouvons arriver à influencer beaucoup plus de monde. Donc, en réalité, travail ensemble, le travail collectif, c'est l'une des choses aussi qu'on a appris. OK? Et aussi, on a appris je dirais plutôt, la capacité à combattre l'oppression, parce que surtout, le système capitaliste qu'on a aujourd'hui pèse beaucoup sur ce qu'on appelle le changement climatique, les industries, tout ça, vont entrer des profits, ne s'en mêlent pas des causes premières ou secondaires que ça peut avoir sur l'environnement, mais ils ne savent tout simplement tenter des profits. Donc, le système capitaliste, ça, on a appris à voir d'une autre façon, à créer d'une autre façon beaucoup plus naturelle et artistique, afin de ne pas altérer le climat et aussi l'environnement. Donc, nous avons appris beaucoup de choses et nous savons que ce que nous avons dit, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Caroline et Widmael.
En fait, je vois qu'il y a beaucoup de résonance. Finalement, ça se ressemble beaucoup, le type d'apprentissage que les jeunes peuvent faire dans leurs actions. Ça ressemble beaucoup, en tout cas, à ce qu'on a documenté ici, ce qu'on constate ici au Québec. Merci, c'est un éclairage intéressant. Maintenant, j'aimerais peut-être demander à Sandrine puis Jacob, dans le portrait que j'ai fait, est-ce qu'il y a des éléments, vous trouvez, qui manquent ou des choses qui, depuis qu'on a documenté ça, des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait à compléter dans ce portrait-là? Oui, absolument. Mais je commence. Oui, ben, je pense que clairement, depuis 2018, il y a énormément de choses qui ont été acquises. Puis je pense que justement, dans la belle liste d'épiceries d'apprentissage qu'on a eu tantôt, je pense que un des trucs qui est de plus en plus appris à travers la pandémie et tout ça, c'est plus l'intersectionnalité entre les luttes. Tu sais, quand on parle de crise économique, crise sanitaire, crise écologique, ben, je pense qu'il y a une meilleure compréhension que ça transparaît dans le même système, dans les mêmes structures. Et ça fait en sorte que nos mouvements, après ça, se basent plus sur comment se sortir de cette structure-là qui est aliénante et qui cause en fait toute cette période de polycrise qu'on vit. Donc, ça s'inscrit beaucoup plus dans comme justement cette recherche de nommer en fait le problème qui nourrit toutes ces crises-là. Fait ça crée une démarche puis un mouvement qui est beaucoup plus anticapitaliste, qui nomme en fait le système capitaliste comme étant peut-être la genèse de toutes ces crises, donc crise économique, crise écologique. Fait clairement, je pense que ça, c'est un acquis dans le milieu maintenant, puis ça devient de plus en plus partagé, puis même unanime, que dans le fond, c'est de prime abord une lutte anticapitaliste, et après ça, ça s'inscrit bien entendu dans la lutte contre les changements climatiques. Ça s'inscrit aussi justement dans la lutte contre les oppressions. Puis, encore une fois, une autre lunette intéressante à rajouter, c'est justement qu'on nommait tantôt que c'est un mouvement qui est inclusif, qui va militer autant, mettons, avec le Pink Bloc pour les droits des personnes trans, que va militer après ça pour les personnes avec pas de statut encore ici. Fait que de comprendre, en fait, qu'une oppression, en fait, de comprendre qu'on vit tous plusieurs ou une oppression, puis que au sein du système capitaliste et les classes sociales, on vit toute une forme d'oppression, puis à travers justement nos mouvements, on essaie que ce soit anti-oppressif. Donc, la grande ombrelle couvre toutes ces luttes-là, et que ça s'inscrit justement dans une lutte où on se sort du système socio-économique qui, présentement, cause la crise écologique, cause ces problèmes-là. Puis à travers cette lunette-là, qui est assez nouvelle, plus récente, du moins dans le mouvement, de se dire ouvertement anticapitaliste, de se dire anti-oppressif, c'est aussi le fait que à travers nos apprentissages, justement, des plus tactiques, donc les manifestations et toute la diversité des tactiques que les gens peuvent employer jusqu'à la désobéissance civile, de plus en plus, il y a un appel à la radicalité, il y a un appel à ce que nos actions soient plus fortes, plus présentes. Puis je pense que dans le contexte où présentement, on est en train de rebâtir la mobilisation, qui sera jamais pareil comme en 2018 parce que c'est un moment historique, mais qui se justement crée plus de liens entre les luttes, qui se tisse plus serré entre les communautés, qu'on soit présente avec SSF Solidarité sans frontières, qu'on soit présente justement aux marches pour les droits des personnes trans. Ça fait en sorte que même si il y avait moins de monde dans les rues pour la semaine de rage climatique, on est beaucoup plus tissé serré dans le mouvement, puis ça fait en sorte qu'on se solidarise plus. Ça fait en sorte qu'on est en train de créer en fait comme la nouvelle culture, la fameuse contre-culture, et les communautés qu'on veut voir dans un monde post-capitaliste. Fait clairement, là, j'ai comme fait un gros rond pour dire que je pense qu'il y a un appel à la radicalité qui vient, ou un appel justement à des réflexions plus stratégiques au niveau de la diversité des tactiques. Puis je pense qu'en ce moment, c'est là qu'on est au niveau du mouvement. Je n'ai pas la prépondérance de parler au nom du mouvement, mais je pense qu'on est en train de se positionner puis de se questionner à savoir, OK, avec les capacités qu'on a en ce moment, avec le mouvement, avec le fait que aussi, de moins en moins, les étudiants et étudiantes ont moins de temps donné parce qu'on est pris à devoir travailler plus pour payer notre facture d'épicerie, notre loyer coûte plus cher, qu'on essaie de comme survivre à travers tout ça aussi, puis on essaie juste de vivre aussi un peu. Avec nos capacités du moment, on n'a pas le choix d'être stratégique. On n'a pas le choix de frapper plus fort avec peut-être moins de monde, mais de voir justement comment on peut avoir un meilleur impact. Et je pense que la stratégie,
est en train de prendre une grande place au sein du mouvement en ce moment. Puis ça, justement, on se questionne par rapport à la diversité des tactiques. Il y a des mouvements à travers le monde aussi qui se basent beaucoup plus dans la radicalité, qui sont super intéressants, qui ont eu un grand impact. Je pense notamment au soulèvement de la Terre en France, que justement, on réussit à ce que les projets des bassines ne fonctionnent pas. Ça, c'est sorti cette semaine. Fait il y a des mouvements justement un peu plus radicaux, un peu plus ancrés dans la désobéissance civile qui naissent et qui fonctionnent. Et je pense qu'on est rendu là. Je te laisserai compléter, j'ai genre passé par mes sujets. Mais vas-y. Oui, en fait, ce serait pour continuer ce que tu faisais. Oui, je pense que ça, une des plus grandes leçons qu'on a apprises, c'est dans un contexte où 500 000 personnes dans les rues, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui va l'être? En fait, je pense que toutes ces choses-là, comme les comment, tu sais, le comment faire ci, comment faire ça, on a appris ça en 2019, on a appris ça depuis, mais il y a beaucoup le pourquoi, je pense, qu'on a développé, comme pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette manière-là, plutôt que cette manière-là. Tu sais, on a comme pas mal toutes les compétences qu'il nous faut d'un point de vue technique pour faire ce qu'on a besoin de faire. Après ça, la question, c'est comment être capable de justifier ces actions-là, puis justifier ce qui est nécessaire. Pour la suite, puis ça, c'est les choses qu'on apprend en ce moment. Tu sais, comment faire pour justifier, puis le pourquoi derrière. Je pense que quelque chose qui est peut-être moins discuté, mais quelque chose qui est de plus en plus nécessaire à faire, puis que c'est de plus en plus difficile, c'est de garder espoir. Et puis la capacité de garder espoir, c'est quand même une capacité qu'on est capable de faire quand même bien. Tu sais, comme c'est tough parce que j'ai l'impression à chaque jour qui passe, c'est de plus en plus difficile, right? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus rien. C'est vraiment pas une phrase. Mais tu sais, j'ai l'impression que juste le fait qu'on soit encore en train de militer aujourd'hui, c'est la preuve qu'on a réussi à garder espoir, qu'on a appris à faire sens de notre lutte. Tu sais, c'est ça, tu sais, de se dire, je sais pas si ça fonctionne, mais je vais le faire parce que c'est nécessaire, parce que c'est le rôle qu'on s'est fait imposer. En fait, dans un sens, on aimerait bien pouvoir vivre, on aimerait bien être capable de dire, hey, tu sais quoi, moi, je vais partir en voyage. Mais c'est comme vraiment tough de partir en voyage quand tu as une acouphène constamment te rappelle que tu pourrais faire plus, tu sais, à chaque jour, tu t'endors le soir, tu es comme, est-ce que j'ai fait assez aujourd'hui, considérant que ça urge. Fait que d'être capable de continuer à militer là-dedans, c'est quand même un apprentissage qu'on a réussi à faire à travers ces 4 années-là. Tu sais, depuis la dernière fois qu'on a posé cette question-là, j'ai l'impression qu'on a quand même vraiment bien développé cette capacité-là, étant donné qu'on est encore là aujourd'hui. Tu sais, c'est ça, je pense qu'on a réussi à garder espoir, on a réussi à garder foi, dans un sens. C'est un peu étrange, mais ça, c'est un autre aspect qu'on n'apprend pas à l'école, j'ai l'impression. Mais la capacité à comme croire sans voir, être capable de se battre, puis de continuer à faire des sacrifices jour après jour, même quand on ne voit pas de changement. Dans ma tête, c'est une sorte de foi, right? C'est peut-être pas une foi religieuse, mais c'est une sorte de façon de se dire, j'ai confiance j'ai foi, parce que je le vois pas, mais j'ai foi qu'il y a des choses qui se passent, puis qu'il y a une capacité de mobilisation qui va revenir, puis on va être capable de faire des changements, même si on ne le voit pas. Puis ça, c'est quelque chose d'autre qu'on a appris à avoir, j'ai l'impression, puis que c'est des compétences, dans un sens, qu'on a développées, d'avoir foi. Je ne vais pas t'étudier en philo, moi je suis comme Dieu est mort, mais on le fait renaître. Mais il y a quand même cet aspect-là qu'on a vraiment développé ces techniques-là vraiment bien en 2019. Puis là, on développe des pourquoi, c'est ça, en ce moment. Puis au final, c'est ça, on voit avec le soulèvement de la Terre où il y a 15 méga-bassines qui ont été annulées après des actions de désarmement. Donc, il y a des actions que c'est des conditions matérielles qu'on va attaquer plutôt que l'esprit et le cœur des PDG d'entreprise. Puis on remarque que, mettons, quelques activistes qui ont fait ça, ça a eu plus d'impact sur la société française que 500 000 personnes dans les rues ont eu d'impact sur la société québécoise. Et donc, on voit comme quand même un changement dans la façon dont on perçoit la lutte, où justement, on apprend à militer avec d'autres personnes, puis on apprend pourquoi militer avec d'autres personnes, parce que ça fonctionne, puis parce que dans les faits, on a un adversaire commun, des adversaires communs. Puis ça, c'est des choses qu'on a apprises au courant des dernières années. C'est ça. Merci, mais je suis content d'entendre ça parce que, évidemment, ça fait déjà plusieurs années là, qu'on entend parler d'éco-anxiété, puis de difficultés finalement psychologiques à affronter ces crises-là qui nous dépassent largement. Puis la difficulté à trouver l'espoir finalement dans ces combats-là, dans ces luttes-là. Puis là, je trouve que ce que tu viens de dire, justement, ça démontre qu'il y a matière à créer cet espoir-là, puis à s'y coller finalement pour continuer d'agir parce qu'effectivement, il y a des actions qui se font. Ce n'est pas toujours les plus flamboyantes qu'on voit, mais on sait qu'il y a de l'activité qui se passe. Puis je pense que
le fait que vous soyez là aujourd'hui avec toute la diversité des mouvements que vous représentez, tant ici au Québec qu'en Haïti. Puis là, il y a seulement le Québec et Haïti ici, mais ça se passe ailleurs aussi à travers le monde. Je pense qu'il y a matière finalement à se coller à cet espoir-là. Puis bon, je pense que c'est peut-être le pari, je dirais, des gens qui font le choix de l'éducation aussi, d'avoir espoir, parce que l'éducation sans espoir, je pense que ça n'existe pas vraiment. Puis que c'est peut-être la raison pour laquelle on parvient à s'entendre, je dirais, entre les chercheurs en éducation relative à l'environnement puis les mouvements qui continuent de se mobiliser comme ça. Puis ça m'amène justement à peut-être pour le prochain tour de parole à parler davantage du rôle de l'éducation au sein de vos mouvements. Parce que là, on a parlé d'apprentissage qui a été fait par le passé, l'actualité un peu là, des apprentissages qui sont faits jusqu'ici. Mais l'éducation en tant que telle, au sein des mouvements, comment est-ce que vous la réfléchissez? Comment est-ce que vous la voyez? Parce que je sais que là, il y a des organisations qui se spécifient justement dans la formation. On a parlé du hub, mais il y a d'autres aussi au sein de différentes organisations. Il y a des cellules souvent qui vont proposer des ateliers, des teach-ins pour les groupes. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Comment est-ce que vous considérez l'éducation? Puis peut-être, je laisserai la parole en premier à nos collègues en Haïti, à Kerlin et Vilmaël. Comment est-ce que l'éducation prend place au sein de vos mouvements? Je crois que le devrait à ce tour parler du rôle de l'éducation et de la formation à travers le mouvement. Bon, tout d'abord, l'éducation et la formation, je crois que c'est la base même du mouvement parce qu'on ne peut pas agir sans former, on ne peut pas agir sans éduquer à propos du sujet ou encore à propos du domaine que nous travaillons. C'est la base même, ou encore on peut dire que l'éducation et la formation jouent un rôle sine qua non, un rôle vraiment colossal dans nos mouvements, ce qui va nous permettre d'aborder certains sujets, ce qui va nous permettre d'organiser des séances de débat. Et à travers ces débats, nous allons nous emmagasiner davantage de connaissances à propos du sujet bien déterminé. Et notre engagement est un citoyen, notre engagement pour l'environnement, notre engagement pour tout ce qui concerne ce sujet-là, à travers les débats, sensibilisation. Et également, nous rencontrons avec les élus locaux pour les formations, pour les sensibilisations, de leur mettre au courant de tout ce qui se passe, de leur mettre au courant des actions que nous devrions poser, des actions que nous devrions entreprendre afin de réaliser ce que nous devrions réaliser. On procède également à la publication de certains livrets qui va permettre à nos publics, qui va permettre aux adolescents, aux jeunes, d'être plus à l'aise au sujet, de connaître davantage. Ça, c'est par ces moyens qu'on procède pour l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait également? Des sensibilisations afin de mettre les autres personnes au courant sur la décentralisation écologique, sur l'engagement citoyen, sur l'écologie. À travers les villages alternatifs, nous rencontrons certains jeunes, certains adolescents et formons des groupes, des ateliers de travail qui va nous permettre d'avancer aussi rapide. Donc, pour l'éducation, nous croyons que c'est vraiment important dans nos mouvements parce qu'on ne peut pas agir sans être vraiment au courant de ce qu'on doit agir exactement. Donc, par quel moyen nous éduquons, nous formons, c'est à travers les débats publics, c'est à travers les ateliers de travail, surtout dans les villages alternatifs. Ce qu'on fait également, c'est un peu de mobilisation de sensibilisation. Le 5 juin, on peut dire qui est la journée internationale sur les droits de l'environnement. On procède également à des travaux pour réaliser certains débats, pour réaliser certaines mobilisations et prendre les rues afin de permettre aux autres de connaître nos travaux, de permettre également ce que nous entreprenons sur notre territoire. C'est par ces moyens que nous procédons pour l'éducation, pour la formation. Merci déjà au premier intervenant et aussi à Karim qui a parlé sur le rôle de l'éducation et la formation au sein de nos mouvements.
Alors, si nous essayons de faire ces parallèles, nous allons voir que certains disent que l'éducation, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Donc, si nous partons de cela, au sein de nos mouvements, la première des choses qui joue, je veux dire, même la porte d'entrée, c'est la question de l'éducation. Pourquoi? Si nous venons avec ce mouvement, la première des choses qu'il faut, c'est d'instruire sur l'idéologie. Donc, l'un des rôles de l'éducation sur ce point-là, c'est de permettre à avoir beaucoup plus de personnes conscientes premièrement de l'idéologie et deuxièmement de ce que nous faisons au sein de ce mouvement. Ensuite, il joue aussi un rôle primordial dans en fait, je peux même dire comme plaidoyer. Parce que il y a certaines personnes, lorsqu'on parle beaucoup des questions de l'environnement, il y a beaucoup de personnes qui voient ça un peu ambigu. Mais lorsqu'il y a une société où un groupe de personnes éduquées vers ce que nous appelons l'éducation environnementale, je veux dire ici, c'est beaucoup plus facile à accepter, à recevoir et à se laisser transformer. Donc, au sein de nos mouvements, l'éducation joue un rôle premier, alors un rôle premier et aussi primordial. Parce que si nous voyons que, si nous prenons le cas à l'école, si on instruit à travers l'école ces mouvements sur les questions de l'environnement, après l'école, on n'aura pas besoin de se fatiguer à demander à la population d'avoir un comportement éco-citoyen et aussi écologique. Donc, en réalité, je pense que l'éducation à travers ces mouvements nous permet de rallier de mieux en mieux à notre cause, à notre idéologie, et aussi à former une génération montante en retour après notre effort qui va aussi avoir une nouvelle génération. Merci Vilmaël. Ben, c'est intéressant parce qu'on connaît peu la réalité éducative, en fait, ou du système d'éducation en Haïti. Donc, il y a un éclairage intéressant, là, il n'y a pas tellement, finalement, d'éducation en matière de changement climatique ou de réalité socio-écologique, si je comprends bien, là, au sein du curriculum de formation en Haïti. Puis je vous dirais que ben, ce n'est pas tellement étranger à notre réalité ici au Québec. Hein, c'est très peu abordé dans les classes, dans les écoles, ce qui fait que ça donne le goût finalement à certains militants d'aller apprendre ailleurs. Puis peut-être là, ben, je pense au temps de militer dont vous avez parlé en fait. Pouvez-vous nous parler un peu de cette articulation-là entre le constat du fait qu'il y a très peu de soutien finalement pendant la formation et que vous voulez militer en dehors de ça pour aller chercher autre chose? Est-ce que c'est un peu ça ou... Vas-y, je vais renseigner. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, le temps de militer a été créé dans un contexte où, justement, on a rarement, voire moi, personnellement, qui ai étudié en sciences humaines et en philo, j'ai jamais entendu parler du rapport du GIEC dans les cours. Puis, me semble que c'est un truc apocalyptique. Genre, comment on n'est pas au courant? C'est des scientifiques, on va à l'école pour devenir ces gens-là. Dans un sens, ben, pas moi, en sciences humaines. Mais on va à l'école pour devenir des intellectuels. On va à l'école pour devenir des travailleurs, travailleuses ou des gens qui deviennent chercheurs, chercheuses ou pour apprendre des affaires, pour pouvoir avoir une crédibilité, une certaine légitimité. Puis au final, même les écoles apprennent pas aux élèves les choses que les gens qui sont allés à l'école ont fait. Il y a comme... Ma phrase n'a aucun sens. Mais en gros, c'est comme... Je peux pas croire que dans l'école, j'ai pas appris par rapport au GIEC, right? Puis je peux pas croire qu'à l'école, je suis encore dans un contexte où on apprend voici les Iroquois, voici les Algonquins, eux ont des maisons comme ça, puis eux ont des maisons comme ça. Genre. Puis pendant 14 ans, on apprend ça. Puis je suis comme, comment on fait pour vivre dans un monde où l'école que moi j'ai eue, en tout cas, c'est une école où j'ai dû déconstruire la plupart des choses que j'ai apprises à l'école en parlant avec les gens sur qui j'apprenais à l'école. Hein? C'est weird de penser que je suis dans un monde où je vais parler avec une personne autochtone qui m'explique sa réalité, puis je suis comme, OK, il faut que je déconstruise ce que j'ai appris pendant 14 ans dans l'école, les choses qu'on me disait, qu'on me faisait comprendre, qu'on me faisait rappeler que j'étais noté pour savoir si j'étais, oui ou non, une personne intelligente, basée sur des choses qu'une fois que je parle aux gens, sont comme, ça n'a aucun sens ce que tu dis en ce moment. Puis je suis comme, mais j'ai appris ça pendant 14 ans, je ne peux pas croire que c'est pas vrai. Donc, il y a comme cet aspect-là. Je pense qu'il y a l'aspect que en effet, l'école ne nous apprend pas sur ce qui est tout ce qui est les réalités scientifiques. Tu sais, je parlais avec une amie qui était comme on est illiterate, je sais pas le mot en français, illettré, là. J'ai un job en scolaire, ça paraît. On est illettré dans un contexte de scientifique. Tu sais, la population parle français, anglais, bon, des fois français moyen, hein, mais français, anglais, mais ça reste qu'on comprend pas
les principes de base de la science, puis je vais peut-être te laisser parler de ça plus parce que genre c'est plus ton truc, mais il y a quand même cet aspect-là que j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus sur la réalité de notre monde hors de l'école qu'à l'intérieur. Après ça, il y a des profs qui sont en train de comme vraiment pousser pour que, en ce moment, on sent qu'il y a des profs qui sont intéressés à faire que ces réflexions-là soient mises dans les écoles, mais j'ai l'impression que c'est comme des initiatives personnelles. Tu sais, puis je vois pas comment le curriculum actuel va nous permettre d'avoir des citoyens et citoyennes qui vont être assez informés sur ce qui est nécessaire pour changer le monde, parce que c'est ça qu'il faut faire. Right? Dans le contexte actuel, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se mette d'accord que le monde se doit de changer quasiment de fond en comble. Genre, il y a pas rien. On regarde la liste des oppressions, la liste des injustices, à quel point tout ce qu'on essaye de façon légale ne fonctionne pas. Puis je vois pas comment l'école peut comme nous apprendre à faire ça, mais je pense que l'école peut nous apprendre les principes de base qui nous permettent ensuite de mettre ça en place, puis de s'activer, mais l'école ne va pas nous pousser à s'activer. Tu sais, on en parlait dans la discussion avant. Dans les rencontres avant, mais je suis comme, dans les faits, je vois pas comment, dans le contexte où c'est le système qui, à la fois, éduque la population et doit être changé, le jour que l'école va faire ce que je voudrais qu'elle fasse, on n'aurait plus besoin de changer le monde. Parce que j'ai l'impression que ça a tellement un grand pouvoir, l'éducation, que ça va être la chose qui va être le plus difficile à changer si on est pour changer le monde, parce que c'est ça, il y a comme quelque chose dans son ensemble qui se doit être changé, puis l'école fait partie de ça, mais ne pourra pas être la solution uniquement. Et donc, pour l'instant, j'ai pris la décision de lâcher, mais pas l'école, je voudrais revenir, mais pas mal. Oui, je vais renchérir là-dessus. Mais je pense que déjà, le problème naît du fait que quand on parle d'éducation, on va l'associer presque instinctivement à une institution. On va parler d'école ou d'université, puis on réfléchira pas en fait à ce que l'éducation, c'est beaucoup plus grand que ça. Que la fameuse phrase, c'est que ça prend un village pour élever un enfant, mais c'est la même chose. Je pense que ça prend une société pour élever une génération, tu sais. Fait que je pense que déjà, quand on essaie de briser ce constat-là, puis qu'on se dit, OK, ben l'éducation, c'est pas juste entre quatre murs d'une école. Puis justement, dans le contexte que tu as bien nommé, qu'en ce moment, tu sais, le système d'éducation est pas basé sur justement apprendre à être un bon ou une bonne citoyenne, mais plutôt apprendre à être un bon ou une bonne travailleur, parce qu'il veut pas, ça reste ça l'ultime but en ce moment, c'est comment, dans une perspective hyper carriériste, hyper productiviste, c'est comment ton bac, tu vas le monétiser, comment tu vas être capable d'être comme une personne active qui va contribuer au capitalisme. Fait qu'en ce moment, c'est beaucoup ça. C'est sûr qu'il y a des espaces incroyables comme Centraire, justement, qui permettent de faire la recherche et tout, mais je pense qu'il y a une grande partie du système d'éducation en ce moment qui est basée sur OK, on te donne des bases pour comprendre le monde, mais après ça, trouve-toi une carrière, puis questionne-toi même pas sur qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie. Comme ton titre, maintenant, quand tu vas te présenter à quelqu'un, ça va être OK, ben voici mon métier. Puis c'est ça qui me définit puis qui me donne mon étiquette sociale, tu sais. Fait que je pense que déjà ça, c'est un gros truc à déconstruire. Je pense qu'avec ça, ça vient aussi que sociétairement, on s'est déresponsabilisé de l'éducation parce qu'on s'est dit, oh, ben on a un système qui s'en occupe. Fait que j'ai pas, moi, à éduquer, tu sais, l'enfant de ma voisine, genre. Ou j'ai pas à prendre cette responsabilité-là. Quand pourtant, je pense que ça le devrait, tu sais, encore une fois, je pense que c'est un principe de communauté puis de partage. Puis là, pour parler d'expérience personnelle, ben, tu sais, à travers mon bac en sciences de l'environnement, j'ai pas étudié. C'est à travers mes implications militantes que j'apprenais sur la réalité scientifique, qui faisait en sorte que je me pointais aux examens puis je les passais. J'ai jamais été à mes cours. Puis j'ai décidé d'arrêter les études, mais c'est pas parce que j'échouais selon les standards d'évaluation des modes d'enseignement, mais plutôt par choix. Mais n'empêche que mes apprentissages étaient faits au sein du mouvement parce que je m'intéressais à ça, j'étais passionnée et je ressentais aussi la nécessité de comprendre ces systèmes-là. Fait que je les ai appris à travers mon militantisme, à travers mes expériences, notamment justement la COP. J'ai beaucoup plus compris le droit international en le vivant qu'en essayant de l'apprendre au sein d'un cours, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une part aussi de savoir expérientiel qu'il faut qu'on réapprenne à avoir parce que ça a toujours été dans les sociétés auparavant, avant justement l'avènement de l'ère industrielle, il y avait beaucoup des apprentissages par l'expérience. Puis ça, si je remets mon chapeau plus en tant que coordonnatrice du programme Sévère, ben c'est surtout ça aussi qu'on fait avec les jeunes
au travail, dans le sens que les jeunes, c'est à travers des ateliers terrain, c'est à travers des sorties en nature, des expéditions, que là, on va vraiment travailler sur le pratique, sur la compréhension d'un écosystème, mais en étant à l'intérieur de cet écosystème-là. Puis je pense qu'à travers tout ça, justement, les savoirs expérientiels, le fait qu'on se re-responsabilise en tant que société, d'éduquer les gens autour de nous, de continuer à se questionner, à remettre en question un propos ou un autre, à se dire « Hey, je pense que ce que tu as dit là, c'était... » Il y a peut-être une lunette intersectionnelle à rajouter. Je pense que ça nécessite peut-être un peu plus de bienveillance ou d'empathie. Fait que je pense que si on remet cette lunette-là à travers la manière qu'on voit notre société, je pense que déjà, on est plus en train de construire justement le monde de demain qu'on a besoin de faire urgemment. Puis à travers ça aussi, dans les autres acquis, je pensais à ça, les acquis du mouvement, là, je pense que ça fait partie de la contre-culture qu'on a à créer. Puis je pense qu'il y a cette prise de conscience qu'on doit, à travers nos actions, autant d'un point de vue hyper pratique, diversité des tactiques, puis stratégie, mais autant d'un point de vue comme nourriture en tant que nous, petits individus qui vivent dans cet espace-temps, puis qui essaient de vivre, puis de comprendre comment qu'on existe. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect que faut qu'on crée une contre-culture, faut qu'on la construise dès le départ, puis que justement, elle soit comme en silo avec le monde qu'on essaie de déconstruire, puis qu'on construise l'autre à côté, t'sais. Puis je pense que cette contre-culture-là qu'on doit créer, mais c'est celle justement d'une éducation populaire, ouverte, communautaire, et en plus de ça, qui est basée justement sur des savoirs expérientiels, en plus de ce que l'école peut venir rajouter. Puis de voir l'école aussi comme un espace communautaire, je trouve ça absurde qu'après 3 heures, l'école est fermée puis qu'on l'utilise pas pour autre chose le soir. Pas toutes les écoles, il y en a qui ont des cours de danse et tout. Mais de voir l'école comme un lieu qui pourrait être ouvert 24/7, où il peut se passer des cuisines collectives, où il peut se passer justement des ateliers de réparation de trucs. Il y a tellement de potentiel avec nos institutions qu'on n'utilise pas encore. Puis dans la manière aussi qu'on apprend à l'école, autant qu'à l'extérieur. Puis, je peux finir là-dessus aussi. Je pense que à travers la contre-culture qu'on doit faire, puis ça, c'est très personnel, je pense qu'on doit apprendre à se réémerveiller du monde autour de nous. Ça, on le fait pas assez, je trouve, dans les sciences humaines. J'ai comme jonglé entre sciences humaines et sciences naturelles là, dans mes études. Mais dans les sciences naturelles, autant que c'était hyper cartésien, puis hyper objectif, c'était comme, ben, voici ce qu'on a appris à travers, X, Y, évaluation, laboratoire, machin, puis voici la donnée. Autant que les informations qu'on reçoit sur la beauté du monde, puis comme la complexité de notre monde, puis à quel point c'est incroyable qu'on puisse vivre, respirer, que présentement, notre corps, nous pouvons travailler à nous faire vivre sans même qu'on y pense maintenant. Là. Je pense que c'est comme le lien intrinsèque qu'on a à refaire pour justement se motiver, pour garder espoir, pour continuer à lutter. Fait que moi, je pense vraiment que ça passe par un réémerveillement du monde naturel, de nous en tant qu'humains humaines. Puis je pense que justement, ça fait partie de ce que l'éducation devrait être dans le futur. Merci, Sandrine. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup la façon dont tu le résumes. L'idée de ramener l'émerveillement dans l'éducation, c'est effectivement une des choses qu'on a perdues, je pense, au fil des années. Là, récemment, il y a eu un nouveau référentiel de compétences à l'enseignement qui a été déployé pour l'enseignement au primaire, au secondaire. Puis une des compétences à développer chez les enseignants, c'est donner le goût d'apprendre. Donc déjà, on a ajouté ça, c'est quand même un ajout quand même considérable, bien qu'on n'aurait pas préféré, mais on aurait aimé aussi qu'il y ait une compétence à bien saisir les réalités socio-écologiques. Cette compétence-là n'a pas été retenue au ministère, mais bon, on a quand même développé l'idée du goût d'apprendre, fait qu'on s'en va peut-être vers quelque chose, vers l'émerveillement, c'est bien, mais j'aime aussi beaucoup la façon dont tu parles, là je vais le reformuler là, dans nos termes à nous, d'une forme de synergie finalement entre le milieu de l'éducation formelle puis le milieu d'éducation non formelle, puis voire même l'éducation dite informelle, donc celle surtout qui se déploie dans vos mouvements, tous les apprentissages qu'on fait sans trop réfléchir à quels apprentissages on va chercher. Mais la synergie entre le milieu formel, donc tout le milieu scolaire, et ce que les autres organisations autour peuvent apporter, les organisations communautaires, les organisations environnementales, qui gravitent autour de l'école et qui peuvent compléter la mission finalement d'éducation qui devrait être une mission collective, dans une perspective de société éducative et non pas dans une perspective de mission strictement liée à l'école. Mais donc, c'est quelque chose qui se fait collectivement. Tu parles du village, mais c'est un petit peu ça, une société éducative. Hein? C'est un village qui se préoccupe ensemble d'éducation. Évidemment, ça rejoint beaucoup la façon dont on réfléchit nos propositions, puis la façon dont
propositions de politique publique qu'on porte avec la stratégie, c'est vraiment dans cet esprit-là que ça a été réfléchi. Néanmoins, on se retrouve quand même avec une école qui est en déficit, on peut dire, d'éducation relative à l'environnement. Puis là, il y a Gal qui est avec nous, qui est dans le système d'éducation, qui est au secondaire, qui a parcouru ces années-là de primaire et de secondaire. Gal, comment vois-tu finalement le rôle de l'école à l'égard de cette préoccupation globale-là auquel on fait face? Il y a tellement de choses à dire parce que moi, je pense qu'il y a encore comme une place pour l'éducation formelle parce que ce système a tellement de potentiel parce que littéralement, comme chaque citoyen qui a grandi au Québec, il a passé à travers ce système. Donc, si ce système pourrait être réformé, puis comme on pourrait le changer, je comprends que c'est comme vraiment difficile parce que c'est ça aussi le système qu'on essaie de changer, mais si on pourrait l'améliorer, on pourrait vraiment comme former les citoyens du futur. Puis comme je pense qu'il y a tellement de potentiel là-bas parce que surtout les jeunes, comme on est encore en train de construire nos opinions, puis nos valeurs et tout. Donc, ce qu'on apprend à l'école, c'est ça qui devient une partie de nous. Puis, si on commençait à apprendre même les élèves au primaire, comme les bonnes valeurs et tout, puis aussi les éduquer à propos de ce qui se passe dans notre monde. Comme à mon opinion, je pense qu'on devrait avoir comme un cours de monde contemporain du primaire, comme jusqu'à la 11e année au secondaire 5, parce que on devrait juste savoir ce qui se passe autour de nous, parce que la plupart des élèves dans ma classe, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas c'est quoi le GIEC. On a parlé un peu de comment ça fonctionne, l'effet des gaz à effet de serre, puis ils comprenaient comme presque pas. Et à mon avis, c'est vraiment comme c'est triste, mais on a cette opportunité d'éduquer tout le monde et c'est un système qui est comme déjà là. Puis je pense qu'on devrait en prendre, prendre l'avantage parce qu'on l'a déjà. Mais bien sûr, je reconnais que l'éducation hors de l'école, c'est aussi vraiment, c'est super important. Puis peut-être même plus important, mais comme ça doit fonctionner ensemble, je pense. Puis on peut pas avoir juste l'éducation non formelle parce que il faut avoir quelque chose qui mêle les gens à ces genres d'ateliers ou de je sais pas quoi hors de l'école. Par exemple, comme si on apprenait à propos des changements climatiques à l'école, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'activisme environnementaux parce que les gens juste ils pourraient savoir qu'est-ce qui se passe. Mais si la majorité ne sait rien, comment est-ce qu'elle va vouloir agir? Donc, il faut comme cette connaissance de base au début pour construire comme les citoyens impliqués. Donc, c'est ça. Super, merci, Gal. J'aimerais peut-être passer la parole à nos collègues en Haïti pour peut-être leur demander, en fait, comment ils considèrent justement, parce que je sais que Ville-Maëlle t'a abordé brièvement la question en parlant peut-être de certaines lacunes dans le curriculum, dans la formation. Comment est-ce que vous voyez les différents enjeux, je veux dire, curriculaires, mais aussi peut-être la formation des enseignants. Quel type de soutien finalement vous pensez qui serait nécessaire pour le système de formation scolaire en Haïti pour faire face plus concrètement aux réalités écologiques aujourd'hui? Alors, merci encore à vous. Face avec le système éducatif en Haïti, les enseignants, alors j'aime dire que nous donnons ce qu'on a. La première des choses qu'il faut voir, c'est que les gens qui vont former, ils ne peuvent former à la hauteur de ce que eux, ils ont appris. Donc maintenant, si nous regardons le système éducatif, pour qu'il excelle, la première des choses, il faut que les enseignants, les formateurs, les professeurs, il faut qu'ils aient une capacité, alors pas une capacité, il faut qu'ils reçoivent eux-mêmes de meilleures éducations, généralement sur la question de l'environnement et les possibilités, savoir-vivre, savoir-faire, savoir participer. OK? Puisque l'une des choses que je mentionne à ce sujet, qui a beaucoup rapport aux enseignants, c'est que il va au niveau de l'instruction et de l'éducation. Si nous essayons de faire ce parallélisme, nous allons voir que
L'instruction, c'est voir, faire et faire, mais l'éducation, c'est la transmission des savoirs, premièrement du savoir, mais aussi beaucoup de valeurs morales, ce qu'on va appeler aussi l'axiologie. Donc, si nous regardons la transmission de ces valeurs, il y a certaines personnes qui, sur le point de l'environnement, l'éducation relative à l'environnement, la première des choses pour moi, qu'elle apprend, c'est la valeur. C'est la première des choses qui va te permettre à militer dans un tel mouvement, de développer du militantisme dans un mouvement en fait, dans un mouvement environnemental. La première des choses, c'est la valeur, ce que tu vois. Et je parlais bientôt avec un ami, je dis que si nous considérons l'environnement comme étant la maison de l'homme, si l'homme ne prend pas soin de chez lui, il finira par se terminer dans la rue. Parce que l'environnement, c'est comme pour nous une enveloppe. Donc, si l'éducation via l'environnement, si les professeurs n'ont pas assez de bagages pour transmettre aux enfants, premièrement, du militantisme, de combattre contre le système qui ravage la question de l'environnement. Donc, si les professeurs ne se forment pas d'abord, avant de former, il y aura toujours des lacunes. Et ces lacunes-là vont être graves, surtout lorsque nous considérons l'éducation non formelle, apportée surtout par les ONG ou d'autres secteurs sociaux qui ne vont pas vraiment en compte de l'éducation nationale, qui crée deux choses. La première des choses, c'est une idéologie dont les élèves, les étudiants, les jeunes universitaires vont trouver beaucoup plus meilleur, qui va créer beaucoup d'opposition au sein du système éducatif, que d'autres qui ont appris ailleurs vont se sentir mieux placés pour enseigner, mais sans savoir si leur enseignement est apte à développer le système national, surtout dans le domaine de l'éducation et aussi de l'environnement. Il faut savoir que au niveau de l'éducation, il y en a plusieurs. Les approches éducatives vont d'abord se statuer sur quelle société qu'on a, notre passé, notre histoire, coutumes et mœurs. Donc, en réalité, je pense que nos professeurs, en Haïti, on a de très meilleurs professeurs. J'aime aussi le dire, nous avons des professeurs très qualifiés aussi. Mais lorsque nous considérons, alors, c'est sur le plan de statistiques, lorsque nous prenons une statistique beaucoup plus générale, il y a un peu des lacunes, et nous savons qu'il y a des meilleurs chez nous. Bon, je vais justement ajouter quelque chose. L'enjeu qu'il y a dans l'éducation non formelle, c'est que, comme vient de le dire Wilmayer, il va avoir une sorte de discordance dans l'idéologie ou encore, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur l'enjeu, c'est que l'éducation relative à l'environnement ne fait pas partie du curriculum de l'éducation nationale, encore du ministère de l'Éducation nationale. Cela dit, il n'y a pas vraiment un cours qu'on appelle l'éducation relative à l'environnement pour les étudiants, pour les universitaires, donc il n'y en a pas ça. Donc, ce sont des ONG, ce sont d'autres personnes conscientes de la situation qui vont dire que nous devrions parler de ça, nous devrions pencher sur cet aspect-là, sur l'environnement exactement. Donc, qui est vraiment important pour l'homme, on va le dire que l'environnement, c'est la maison de l'homme. Si nous ne prenons pas soin de lui, nous allons finir dans la rue. Mais si notre ministre de l'environnement ne tient pas compte, et même pour les étudiants à plus bas âge de la fondamentale, parce que tout à l'heure, j'ai donné à propos de ça, l'éducation environnementale, c'est la base, c'est le fondement même. C'est ça qui va permettre à la personne, à l'enfant, jeune, adolescent, ou autre, de connaître exactement quels sont les citoyens de la société. Et l'un de ses rôles primordiaux, c'est de protéger son environnement, c'est de savoir comment agir, comment se comporter, face aux différents changements climatiques ou encore d'autres événements naturels qui vont se produire dans l'environnement. Donc, l'enjeu, c'est que nous devrions, de notre côté, nous devrions mettre plus d'accent sur la question d'éducation environnementale pour que ça devienne un cours vraiment important, une obligation comme tous les autres cours qu'on donne. Donc, ça devrait être important et primordial, obligatoire pour les étudiants, pour tous les élèves à l'université, à l'école fondamentale, dans les écoles classiques, pour que la personne soit vraiment mise en connaissance de ce domaine plus spécifique. Merci beaucoup, merci. Encore une fois, je vois beaucoup de points de convergence avec différents éléments, en fait, qui ont été discutés puis qui sont proposés aussi
entre autres, là, par la proposition de stratégie québécoise. D'abord, Kerlin, l'importance de mailler finalement, on a parlé tout à l'heure de synergie entre les milieux formels, non formels et informels de l'éducation. Puis Kerlin, avec ton intervention, ce que je comprends en fait, c'est l'importance que si on parle d'une réforme éducative dont il a été question, c'est pas seulement de réfléchir à l'école en milieu formel, mais de réfléchir aussi au non formel et donc d'interpeller d'autres ministères. Puis là, avec Kerlin, je pense que tu nous pointais en fait l'importance finalement du ministère de l'Environnement en Haïti. Je pense que le commentaire est tout à fait pertinent pour le contexte ici aussi au Québec. L'idée qu'une stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté ne peut pas concerner seulement que le ministère de l'Éducation. Il faut que ça concerne aussi d'autres ministères, dont celui de l'environnement, lutte au changement climatique, FONEPARC, maintenant renommé. Donc, il y a des enjeux là à considérer. Donc, c'est une politique publique vraiment transversale, un soutien, je devrais dire, politique transversale dont on a besoin. Ce n'est pas juste une réforme éducative figée dans un curriculum, c'est une vision d'éducation qui est beaucoup plus globale. C'est une vision d'éducation aussi qui m'apparaît beaucoup plus riche, un peu en lien avec le propos de Winmael, qui nous rappelait qu'il y a une distinction entre instruction et éducation. Quand instruction, c'est une vision vraiment de transmission des savoirs très, je veux dire, très étroite. L'idée d'éducation interpelle aussi tout le registre des valeurs et donc une exploration, une clarification finalement du système des valeurs qui est important à opérer dans le champ de l'éducation. Autrement, on reste vraiment dans l'idée de transmission de connaissances, donc vraiment une logique d'information. Je pense que l'éducation aspire à plus, donc l'idée d'explorer aussi le registre des valeurs m'apparaît effectivement très important à considérer là-dedans parce que actuellement, il y a certaines valeurs qui nous mènent finalement vers ce système culturel, je dirais, capitaliste, qui nous engage dans, par exemple, la lutte de tous contre tous dans une perspective très individualiste. Donc, c'est important d'explorer finalement l'éthique sous-jacente à ces propositions-là pour être capable finalement de trouver d'autres pistes pour le développement en éducation. Bien, merci beaucoup pour cette contribution, tout le monde, à la discussion. C'est vraiment super intéressant. Moi, bon, j'ai vraiment beaucoup apprécié préparer ça avec vous, trouver des questions que j'avais le goût de vous poser, puis en même temps que vous avez le goût de discuter. Fait que c'était vraiment agréable. Mais maintenant, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes ici dans la salle ou peut-être à distance, je ne sais pas, dans le clavardage, Samuel. Et si vous avez des questions à poser, bien, je pense qu'on pourrait ouvrir la discussion finalement plus largement si la chose vous intéresse. Donc, ben, je laisserai la parole aux personnes ici ou peut-être à distance. Est-ce qu'il y avait des questions dans Laurence Brière? Oui. Merci beaucoup à chacun, à chacune. J'ai beaucoup apprécié vous écouter. J'aurais une question peut-être pour Jacob tout à l'heure. Ça fait un petit moment, mais tout à l'heure, tu parlais de pour apporter les transformations écosociales nécessaires, on sait quoi faire maintenant en mobilisation, on sait comment le faire, mais on a besoin maintenant de comprendre comment justifier nos actions. Puis je me demandais auprès de qui, quand tu dis ça, là, on a besoin de justifier, c'est auprès de qui? Est-ce que c'est d'abord auprès des personnes mobilisées dans différents mouvements pour davantage faire une convergence? Est-ce que c'est auprès, ou sinon, c'est qui le public à convaincre, là? J'aurais aimé ça t'entendre là-dessus. Oui, absolument. Puis, c'est pas à racheter ici. Parce que je t'entendais, genre. Oui, je pense que, tu sais, ça, quand je dis on, c'est vraiment, j'ai l'impression, justement, les gens à qui on a posé ces questions-là il y a 4 ans, il y en a peut-être moins, mais c'est des gens qui sont comme, c'est la même lignée, j'ai l'impression, de jeunes militants, militantes qui ont développé ces réflexions-là. Tu sais, je pense que le public cible, genre les gens qu'on essaie de convaincre, c'est de un, mettons les personnes qui perçoivent la lutte environnementale comme étant une lutte en silo. Mettons, tu sais, comme de se dire que la justice climatique, la justice sociale, c'est 2 choses différentes. Ça va être souvent, tu sais, moi je pense souvent comme ma mère, ma grand-mère, ça va être les gens qu'on va essayer de convaincre. Tu sais, les gens qui sont comme, ah, mais je te crois, genre j'ai lu le rapport du GIEC, puis, bon, ma grand-mère non, mais ma mère, oui. Tu sais, comme, j'ai lu le rapport du GIEC, je comprends, mais je vois pas pourquoi est-ce que tu me parles antiraciste, c'est quoi le rapport? Puis là, on est comme, OK, voici le rapport. Tu sais, on essaie de créer ces liens-là parce que j'ai l'impression que dans la population jeunesse, ces liens-là se sont faits quand même relativement facilement parce qu'on a baigné là-dedans depuis
depuis plus jeune. Pas une phrase, mais alors que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on on est en train de parler beaucoup aux grandes ONG, mettons, ou aux gens qui vont militer, mais de façon moins all-in que nous, mettons. Tu sais, genre, j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens qui sont dans le milieu, c'est beaucoup des gens les gens qui sont restés dans le milieu, c'est beaucoup des gens qui, justement, ont cette acouphène-là, ont l'espèce de comme, je ne peux pas passer une journée sans y penser. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de monde qui milite, qui sont comme, OK, je vais militer quand je vais pouvoir. Ce qui est vraiment, tu sais, dans un contexte comme le contexte socio-économique actuel, je suis fasciné qu'il y ait autant de monde qui soit capable de militer autant, considérant que, tu sais, c'est relativement peu, mais quand je regarde la réalité économique des gens, je suis comme, le fait que vous puissiez vous sortir 2 heures du métro Boulot-Dodo, c'est déjà incroyable. Mais ça fait qu'il y a quand même cette compréhension-là qui se doit d'être poussée le plus possible par nous, j'ai l'impression, de pousser pour une compréhension anti-oppressive, intersectionnelle de la lutte, parce qu'autrement, on risque de répéter les erreurs du passé. Tu sais, ça fait 50 ans quand même que la mobilisation environnementale, ça fait 50 ans qu'on est au courant qu'il y a des enjeux, ça fait même plus longtemps la mobilisation environnementale. Mais j'ai l'impression que tant qu'on va rester dans des luttes spécifiquement environnementales, on va manquer la bigger picture dans ce contexte-ci, puis on risque de se mettre à dos des alliés, potentiellement. Pas mettre à dos, mais de ne pas être capable d'intégrer leur lutte dans nos luttes et nos luttes dans leur lutte, parce que dans les faits, c'est la lutte, right, contre le système en place qui opprime autant l'humanité que tout le reste. Donc, il y a quand même cet aspect-là à prendre en compte. Donc, j'ai l'impression que ce serait tout le monde, dans un sens, le public cible. C'est ça l'enjeu avec les changements systémiques. Mettons, le 99% peut être mon public cible. Jeff Bezos, c'est correct. Si tu veux. De toute façon, on ne demande jamais aux gagnants dans Monopoly de donner leur argent, right? Comme on doit leur prendre. Un peu voilà. Ou quand tu réalises que tu n'as aucune chance de gagner, tu flippes la table, right? C'est l'autre option. Donc, on va voir qu'est-ce qui va être nécessaire à faire, mais Belle analogie. Mais si je pourrais rajouter une lunette à ça, c'est aussi la perspective de radicalité. Je pense que justement en ce moment, il y a une solidarité entre la pluralité de personnes qui militent puis qui s'organisent pour la justice climatique. Puis il y en a beaucoup qui vont être solidaires, admettons, avec une diversité tactique qui va inclure la désobéissance civile, mais il y a quand même encore une certaine réticence à la radicalité, justement à l'anticapitalisme ou justement à se sortir, comme tu disais, du fameux silo de juste crise environnementale, puis ça ne t'intégrerait pas dans d'autres crises ou dans une structure beaucoup plus grande. Fait que clairement, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, c'est comme sensibilisation à la radicalité, puis de comprendre que nous, on est rendu là parce qu'en ce moment, justement, on a décidé veut pas, le fait d'arrêter nos études pour militer, mais ça nous coupe dans notre genre de carrière ou whatever, ce que la société veut qu'on fasse de nos vies. Fait que le fait qu'en ce moment, on fait fi de notre progrès personnel pour essayer de militer pour quelque chose de collectif. Ça fait en sorte qu'on vit de l'épuisement militant, puis on s'implique énormément, là, 24/7, on pense. Fait que ça fait en sorte qu'on perd notre présent pour essayer de militer pour un futur qu'on ne sait pas si on va avoir au final. Fait que là-dedans, comme on est dans cette constante un peu crise existentielle de quand est-ce qu'on va finir par vivre en tant qu'humain humaine dans ce contexte-là. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu très rapidement, puis là, je parle à la jeunesse au grand terme, mais tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on est plus encline à faire de la radicalité ou justement pousser vers des actions qui sont plus radicales, qui vont attaquer plus des infrastructures matérielles, qui veulent activement comme créer des brèches dans le système capitaliste parce qu'on n'entrevoit pas d'autres solutions étant donné que même si on était 500 000 dans les rues, on n'a pas été entendu. Même si justement on a employé comme beaucoup de tactiques justement mobilisation, manifestation, pétition, toutes les patentes, ça ne fonctionne pas. Le BAP non plus. On pense à, mettons, la lutte de Mob 6600 à Hochelaga qui ont passé par pétition, mobilisation de citoyens, citoyennes, le BAP, toutes les d'aller parler aux ministres, de parler aux conseillers de ville, machin, puis que rien fonctionne, puis qu'on continue à détruire le terrain vague. Ils sont rendus, sont arrivés au même constat que malheureusement, les tactiques plus soft ne sont
plus prises en compte. Le système capitaliste est trop fort et va continuer à détruire nos espaces verts, à continuer de monétiser ces espaces-là, de rendre ça productif parce que le fleuve Saint-Laurent est rendu une autoroute à bateau, à container. Fait que dans ce contexte-là, c'est ça, il y a beaucoup on a cette réalisation-là, nous, dans le contexte d'urgence et de crise existentielle aussi. Fait il y a cet appel à la radicalité, puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit faire comprendre aux ONG, qu'on doit faire comprendre à d'autres acteurs du milieu qui sont pas rendus là, puis de faire un appel à la solidarité, puis à nous rejoindre aussi, parce que je pense que dès qu'on lutte là-dedans, il faut qu'on déconstruise ces cellules-là, puis il faut rapidement qu'on passe vers des actions plus radicales, parce qu'on fait qu'il y a cette notion de temps qu'on comprend puis on comprend pas. On parle des points de bascule, on est comme, ah oui, les points de bascule s'en viennent maintenant et dans 5 ans, puis dans 10 ans. Puis ces points de bascule-là, on les comprend, on sait que ça va déclencher des événements en chaîne, on sait que ça va mener à des réchauffements de 5 degrés et plus. Fait qu'on est conscient de la temporalité, mais en même temps, on continue d'agir avec les mêmes tactiques qu'on employait il y a 10 ans, comme si ça allait fonctionner maintenant. Comme à un moment donné, non. Fait que ça, il faut le comprendre. Fait que je pense qu'il y a ça aussi comme élément de réponse, là. Ouais, puis en fait, vous direz si je me trompe, là, mais en fait, j'ai aussi l'impression, parce que là, quand on parle de radicalité, souvent, on en vient à parler surtout des actions qui sont radicales, mais évidemment, ces actions-là radicales, c'est souvent le corollaire d'une radicalité, en fait, de la cible. C'est-à-dire, où est-ce qu'on situe le problème, comment est-ce qu'on problématise, puis le niveau de profondeur, finalement, de la problématique est de plus en plus radical, donc, parce qu'on vient à la racine, finalement, des problèmes. Puis cette racine-là, qui est assez profondément ancrée, on le voit là, appelle finalement des actions qui sont différentes d'autres ordres que celles qui sont peut-être plus traditionnellement employées. Donc, il y a peut-être là un écho, finalement, à la façon dont le problème est situé. Mais maintenant, quand vous parlez du fait, par exemple, que les grandes ONG ou les syndicats, par exemple, sont peut-être moins solidaires à cette étape-ci de l'évolution de la lutte, ils sont peut-être pas solidaires des actions plus radicales, mais peut-être que progressivement, par exemple, on peut aspirer à ce qu'il y ait une certaine radicalisation, finalement, de la prise de position pour comment problématiser la chose, plutôt que de dire, l'idée, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre. Oui, c'est vrai, il faut le faire, mais en amont de ça, il faut peut-être réfléchir à d'autres mécanismes qui permettent la production de ces gaz à effet de serre. Donc, je voulais quand même préciser que la radicalité, c'est peut-être pas juste dans l'action, je pense, de vos mouvements. Il y a une nouvelle prise de conscience. C'est juste pour acheter, on comprend que les ONG ont des bailleurs de fonds puis qu'ils sont pris dans le système capitaliste aussi, là, puis qu'ils n'ont pas le choix de, des fois, ne pas soutenir quelque chose parce qu'ils sont pris avec leurs fonds. Puis l'argent reste nécessaire à mener nos luttes. Là. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi. Ouais, c'est vrai. Mais on a aussi appris dans le mouvement à être vraiment créatif par rapport à nos capacités d'action. Et donc, il y a aussi un appel de la jeunesse à être comme, on comprend la réalité, mais s'il vous plaît, trouvez des façons de nous aider quand même. Tu sais, il y a des façons de s'assurer d'avoir une solidarité qui est peut-être pas totale comme un groupe comme, je sais pas, Extinction Rebellion pourrait le faire. Tu sais, comme pas de problème, on embarque, on n'a pas de bailleur de fonds, on peut juste comme embarquer dans quelque chose. Mais il y a quand même cette nécessité-là de progressivement, mais rapidement, parce que c'est ça l'autre enjeu. Comme on est comme, ah oui, on a un plan sur 50 ans, puis on est comme, OK, un plan sur 50 ans, c'est pas un plan. Fait que de le faire le plus rapidement possible, puis de le faire de la façon la plus créative possible pour écouter la jeunesse qui fait un appel à l'aide depuis des années, qui fait un cri d'appel. Cri du cœur, puis cri de partout. Genre, il n'y a pas d'autre façon qu'on pourrait. À la fois, les gens les plus grands scientifiques climatiques et la jeunesse ont tiré toutes les alarmes possibles après ça. C'est un peu au reste d'essayer d'écouter puis de faire de son mieux pour entendre ça. Puis de se dire, de ne pas se limiter au fait que c'est techniquement difficile. Parce que tout ce qu'on fait en tant que population jeune, c'est techniquement, spirituellement, existentiellement difficile. C'est un appel à l'aide. Encore une fois, qu'on fait aujourd'hui. Merci. Samuel me faisait signe. Je pense qu'il y a des questions dans le clavardage. Oui, je suis toujours en ligne. J'écoute avec beaucoup d'intérêt. Bonjour, merci. Donc, je répète là, mes remerciements, mes félicitations aux panélistes. J'aurais aimé entendre un peu un dialogue entre les deux plateaux. Comme je le disais, moi, je travaille avec GAF Haïti depuis plusieurs années et j'ai pas mal de contacts avec les jeunes d'Haïti. Et à chaque fois que je me promène entre les deux milieux, je te dirais, je me demande cette question que j'ai formulée dans le chat, à savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres dans des contextes quand même qui, malgré leurs similarités qui ont été soulignées,
sont très différents. Alors, j'aimerais entendre les jeunes des deux côtés, finalement, se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres, nord-sud. Voilà. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens du côté du GAF qui aimeraient prendre la parole? Ben, écoute, si tu permets, je peux peut-être ajouter quelques éléments dans ma question. Euh, Moi, j'essaie dans un cours que je donne en ligne sur l'éducation pour un avenir viable, de mettre en relation des enseignants du Québec avec des enseignants d'Haïti. Et la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que, à mon avis, il faut apprendre à avoir ce dialogue-là, nord-sud, je dirais en toute connaissance de cause. Et par-delà, je dirais, les énoncés qui nous rassemblent, il y a des différences. Et il ne faut pas craindre d'en parler. Les conditions, par exemple, de l'école haïtienne sont très différentes, l'école publique particulièrement, de notre école québécoise. Et en même temps, je sais que lorsque des enseignants québécois, par exemple, qui suivaient notre cours, ont pris le temps d'échanger avec des enseignants d'Haïti, euh, il y a eu des prises de conscience dues à cette différence-là, qui étaient enrichissantes pour nos enseignants québécois dans leur effort pour la transition écologique ou pour faire de l'éducation à l'environnement à l'école. Alors, c'est pour ça, peut-être, j'entendrai davantage au départ les jeunes du Québec pour savoir ce qu'ils pensent pouvoir apprendre des jeunes d'Haïti. Peut-être qu'on pourrait commencer par là. Alors, du point de vue d'une transition écologique, moi j'apprends déjà, depuis que je suis quelque temps, j'apprends que la question portant sur l'environnement, le climat, ça ne demande pas tout simplement des formations, des enseignements sur la question de l'éducation relative à l'environnement, mais aussi sur la démocratie du savoir vivre, le savoir participer, le travail d'équipe, le sens critique. Donc, tout ça fait partie d'une meilleure personne au sein d'un mouvement afin de le rendre meilleur. Comme je l'ai dit, ce sont des gens changés qui portent le changement et afin que le changement lui en retour change des gens. Donc, ce que j'apprends déjà, c'est ça. Mais de notre côté, nous, en Haïti, se voit avec quelques difficultés, ça nous apprend à être dur, à être convaincant et aussi à être précis et concis à la fois. Donc, nous n'avons pas toujours de grandes opportunités, mais la petite qu'on a, il faut s'en profiter et d'en faire de bonnes choses. Et nous avons aussi appris que malgré tout, il faut rester s'accrocher à sa personne, à son idéologie, aussi à son mouvement, malgré tout ce qui torpille, renverse les chambres, nos idéaux, surtout nous en tant que jeunes. Et nous nous apprenons à rester fermes, malgré les situations, à aussi à parler, à apprendre d'autres, comme nous aujourd'hui nous apprenons de vous. Et nous pensons que c'est pareil. C'est ça comme vous avez fait la question. Donc, en réalité, nous apprenons beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai appris en préparant cette petite tête-à-tête, c'est lorsqu'on a parlé de révolte contre l'oppression. C'est une chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre que le mouvement, tout ce qu'on parle de climat, etc., donc, nous arrivons à un certain moment où nous devons révolter contre l'oppression, afin que nous aussi nous devenions des oppresseurs, mais pas des oppressés, mais dans un sens beaucoup plus stratégique, comme entrer pour faire l'oppression, pas de la force physique, mais par notre idéologie. L'action qu'on va poser va nous pousser à l'oppression. Les gens qui regardent ils vont dire que de jour en jour, je vois qu'il y a quelque chose qui détermine votre personne. C'est votre enthousiasme et votre attachement à telle idéologie. Donc, vous allez pousser la personne à l'oppression sans que vous n'obligez pas des forces physiques, mais plutôt psychologiques. Donc, en réalité, je tiens aussi à apprendre beaucoup. Je ne sais pas si il y en a quelques mots, mais j'apprends déjà beaucoup sur l'évolution des mouvements environnementaux et écologiques. Parce qu'il y a une fois, je suivais une formation sur l'éco-anxiété. Lorsqu'on parlait de... Il y a des gens qui n'entrent pas dans des mouvements environnementaux. Donc, ce n'est pas parce que les gens ne voient pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en réalité, c'est les autres, bon, les gens voient qu'ils mangent, ben, ça ne leur dérange pas de façon directe, mais il faut savoir que l'être humain en soi vit dans un environnement où il peut aussi atteindre l'extinction. Parce qu'à un certain moment, il y a même des statistiques sur ça.
vers le 2030, 2040, et voir que la diminution de la population mondiale, en réalité, les comptes étaient nous poussent à agir. Nous ne restons pas dans notre zone de confort, nous voyons en tant que citoyens terrestres qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas et nous, qui faisons partie, nous devons chambrer afin de porter une meilleure chose vers notre idéologie. Disons que le fait même de rencontrer aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui nous est bénéfique, puisque en échangeant nos idées, nos expériences, surtout avec cette lutte que nous entamons, vous qui êtes au Québec et nous ici en Haïti, cela nous permet d'apprendre de vous et vous d'apprendre de nous également. Nous avons appris surtout au commencement où il parlait de la sensibilisation, où des jeunes au Québec se sont mis dans la rue pour demander une justice climatique. Ça nous fait également de savoir qu'il y a d'autres personnes qui se sont engagées dans cette lutte. Et nous, en Haïti, de notre côté, ça nous renforce ou encore, ça nous aide à rester en vie parce que ce n'est pas quelque chose de facile de lutter pour l'environnement parce qu'il y a des gens qui s'en fichent ou encore qui s'en foutent complètement de la question de l'environnement, de la question de la vie humaine. Ça ne leur concerne pas. Il suffit qu'ils emmagasinent, qu'ils profitent des richesses, des biens naturels ou encore de tout ce qui fait partie de la nature. Et après, rien d'autre. C'est leur argent, c'est leur richesse qui compte et rien d'autre. Mais nous apprenons beaucoup de choses de votre lutte, de ce que vous faites de votre côté et que nous devrions nous engager davantage de notre côté pour une justice climatique ou encore un environnement plus sain, plus agréable à vivre et tant que humain. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui, ben, en fait, déjà, je trouve que la question était vraiment pertinente à poser parce que on dirait que dans le contexte actuel, on est autant qu'on parle de déconstruire des silos, autant que je pense d'un point de vue de connexion à l'international, on est encore très en silo. Du moins, on l'est depuis la crise sanitaire. Justement, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la COP et de faire des connexions avec des jeunes activistes de partout à travers le monde. Puis malheureusement, à travers le temps et les années, on a perdu contact. Puis je pense que c'est important dans le contexte actuel de comme recréer ces contacts-là, de créer des dialogues internationaux. Parce que même si la lutte présentement, comme elle est vue comme avec des frontières étatiques, autant que les changements climatiques n'en ont pas. Fait que clairement, je pense que moi, les questions que j'aimerais vous poser, puis de justement, s'il y a un dialogue qui peut être entamé et qui peut continuer même après ce panel, c'est vraiment par rapport à comment vous vous organisez, quel type d'action vous menez. Le nom de votre mouvement, c'est un mouvement national citoyen. Donc ça, est-ce que ça inclut plus que la jeunesse? Si oui, comment réussissez-vous à pallier justement l'intergénérationnalité à travers tout ça, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit, nous, de notre côté, travailler beaucoup. On reste encore beaucoup dans les mouvements jeunesse quand ça doit être une lutte qui est intergénérationnelle. Fait que je pense que c'est plus des questions que des éléments de réponse que je vous lance, mais c'est plus un appel au dialogue aussi après cette table ronde, parce que j'aimerais vraiment comprendre justement votre réalité sociopolitique qui est très différente de la nôtre, puis comment vous juxtaposez votre lutte à travers tout ça. Fait que ouais, c'est plus un appel à ouvrir la discussion plus longtemps après, là. Merci, Sandrine. Merci, M. Boutet, pour la question. Je pense qu'on peut peut-être passer à une... Il y avait d'autres questions dans le clavardage. J'ai vu Samuel m'a fait signe, mais on avait une question ici dans la salle, peut-être. Madame? Ève. Oui, je me demandais, en fait, si vous pouviez m'aider à trouver on parlait de justification tout à l'heure. Jacob mentionnait que faire une place à l'éducation relative à l'environnement dans mon cours, moi, je suis enseignante au cégep. En fait, ça repose sur une initiative personnelle. Puis quand on fait ça, on fait face à des critiques. Entre autres, en tout cas, je sais pas tout le monde, là, mais il y a ça aussi, il faut justifier. C'est une initiative qu'on prend de le faire, il faut justifier de le faire. Moi, j'enseigne en littérature, là, je donne un cours exclusivement là-dessus, puis choisir des œuvres qui parlent de ça, puis avec ma collègue ici, on essaie de pousser les cégeps aussi à mieux préparer les gens, à former des gens qui se sentent capables et désireux là, de participer à la transition, à changer le monde. C'est bon, on va dire ça de même. Mais bon, à participer à cette transition qu'il faut faire.
On entend, moi, ce que j'ai entendu de collègues, c'est ben, tu vas les stresser, les rendre encore plus éco-anxieux. On a critique, deuxième critique, tu sors de ton rôle. Qu'il faut être neutre, tu sais, il y a cette neutralité de l'éducation, tu sais, consacrer tout un cours à la crise climatique. Jacob, il faisait partie d'un panel de militants que j'avais invité à rencontrer mes étudiantes à la salle de spectacle de mon collège, mais il y avait différents militants, mais bon, Jacob parlait des désobéissances civiles, entre autres, tu sais, mais il n'y avait pas que ça, tu sais, mais... Fait qu'il faut justifier. Bref. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire? Il panique. C'est ça ma question. Pouvez-vous me donner, tu sais, parce que moi, c'est ça. Je suis en train de construire ça. On est en train de construire ça, cette justification-là. Merci. Ouais, ça m'a fasciné que ce soit comme, il faut être neutre et donc ne parlons pas de la science. Je suis comme, il me semble que s'il y a quelque chose qui est neutre, c'est peut-être la science, mais tu sais, c'est pas nécessairement neutre, mais c'est le plus près de la réalité qu'on est capable d'avoir. Puis il me semble que le rôle de quelqu'un qui nous apprend des faits, c'est de nous apprendre des faits. Parce que je suis comme, puis les faits sont déprimants parce que la situation est dramatique. Tu sais, je veux dire, je sais pas comment dire, comme, tu sais, on en parlait justement à ce moment-là, mais pour moi, il n'y a rien de moins, de plus stressant que d'avoir un prof qui ne me parle pas de quelque chose que je suis au courant, right? Comme, je me rappelle, genre, j'étais au cégep, puis je parlais d'écologie avec mon prof, qui me disait comme, mais inquiète-toi pas, tu sais, c'est genre technologie verte, it's gonna be all good. Puis on était comme, OK, il n'y a rien qui me stresse plus que d'avoir un prof qui, justement, ne semble pas être capable de m'expliquer des choses. Tu sais, on parlait du GIEC, puis c'était comme marcher sur des œufs, puis j'étais comme, marche pas sur des œufs, ça me stresse. Genre, il faudrait que moi, genre, ça me stresse de voir quelqu'un qui est supposé m'apprendre la réalité, qui, au final, la nie ou ose pas la dire. Je suis comme, s'il y a une personne en qui je peux avoir confiance pour me dire les faits, c'est toi. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un peu stressant, en fait, de savoir que vous avez des collègues qui sont genre, faites pas ça, parce que je suis comme, on va dire que le racisme systémique, ça n'existe pas. On va dire que, genre, comme, quel autre fait on va juste nier parce que c'est inconfortable. C'est la job du prof. Puis j'ai l'impression que je sais pas, là, vous n'êtes pas à l'église, vous êtes des gens qui êtes supposés partager des connaissances puis des faits scientifiques. Si vous ne pouvez pas faire ça, là, j'ai l'impression que votre rôle dans la société devient comme désuet. Puis c'est ça. À la seconde que vous devenez comme les porte-paroles d'idéologie, vous n'êtes plus des profs, à mon avis. Ben, c'est ça, la nôtre, peut-être. Moi, je suis pas prof de sciences, je suis prof de littérature. Fait que, dans le fond, l'enjeu, on parlait des valeurs tout à l'heure aussi, c'est de créer le désir aussi, de participer à ça. C'est comme ça le gros enjeu, en fait. Là. Fait que, parler des romans, parler d'activisme, fait que c'est là que la position qu'il faut se justifier. D'inviter des activistes comme toi à rencontrer mes étudiants. On raconte des histoires, c'est juste ça. Parce que les faits, les profs de sciences peuvent le faire, puis ça, on va pas leur rendre le droit, mais c'est ça, c'est tellement plus large que ça, Mais je peux rajouter des éléments de réponse là-dessus. Quand on parle de justement créer une contre-culture, mais je pense que ça en fait partie. Le fait qu'il y a encore une dualité, même dans nos termes qu'on utilise en sciences humaines puis sciences naturelles, mais c'est la preuve qu'on est encore dans cette dualité de culture et nature, genre, que comme la nature, elle est dissociée de nous, notre culture humaine, puis que c'est pas comme qu'on n'est pas partie intégrante de la nature. Puis je pense que juste là, le fait qu'on essaie de diviser la littérature qu'un humain qui est un élément de la nature va faire, puis qu'on ne le considère pas comme quelque chose de naturel, je pense que déjà, il y a une problématique. Puis c'est très fin comme réflexion, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'écologie est intrinsèque à tout ce qu'on fait parce qu'on est nature autant que le reste, autant que l'arbre derrière nous, tu sais. Fait que je pense qu'à travers ça, il y a une justification à faire qu'il faut l'intégrer beaucoup plus dans notre compréhension du monde et ça inclut l'écologie. Puis au-delà de ça, au niveau des éco-émotions, tu sais, que tu as mentionné que le premier instinct, c'est de dire « Ah, mais là, ça va les rendre éco-anxieux. » Mais déjà, je pense qu'il y a une problématique avec le fait qu'on voit ça de manière négative, l'éco-anxiété, de prime abord, quand ça peut être quelque chose d'hyper canalisateur qui peut porter à l'action et qui s'inscrit naturellement dans une pluralité d'éco-émotions aussi, là, tu sais, la fameuse éco-colère ou
à l'inverse, le sentiment d'impuissance ou à l'inverse, le sentiment d'amour profond pour la nature, tu sais. Fait que je pense que l'éco-anxiété, souvent, on essaie de la limiter puis dire, faut pas que la personne la vive. Quand dans le fond, c'est un processus. Puis ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté par le collectif Éco-Émotion. Que l'éco-anxiété, c'est souvent la première émotion qu'on a quand on a une prise de conscience par rapport au changement climatique, mais qu'après ça, elle se développe en autre chose. Puis, il voyait vraiment ça comme une montagne. Fait que, au début, tu n'as pas d'éco-anxiété parce que tu n'es pas consciente du problème. Après ça, tu as un pic d'éco-anxiété quand là, tu t'ouvres à comme la globalité et la complexité des changements climatiques. Mais après ça, tu arrives à ce point culminant que tu n'es plus capable de rester dans ton éco-anxiété chez toi parce que là, ça en génère plus, tu es inconfortable. Puis là, tu te questionnes, OK, c'est quoi mes options? J'ai appris là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, tu as deux choix, les actions individuelles ou les actions collectives. Ce qui est présentement étudié, c'est que les actions individuelles, zéro déchet et patente, là, ça fonctionne pas. Tu restes dans ton sentiment d'éco-anxiété et d'impuissance parce que tu communiques pas avec d'autres humains, humaines là-dessus. Puis, encore une fois, dans le système capitaliste qui nous cherche à nous individualiser, des actions individuelles, c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on rapporte la faute sur l'individu et on met pas ça sur les compagnies pétrolières qui ont créé justement ce branding-là d'empreinte écologique. Mais une fois que tu as cette deuxième prise de conscience-là, là, tu es comme, OK, je vais trouver des humains humaines avec qui je peux m'associer, je peux discuter, puis je peux réfléchir ensemble, puis je peux porter action. Fait que c'est là que tu rentres dans les actions collectives et c'est là que l'éco-anxiété diminue. Et c'est ça qui a été étudié. Puis à partir de là, souvent, ça va se transformer en éco-colère puis en amour. Fait que quand on parle de amour et rage, qui est rendu vraiment comme un slogan très souvent porté dans nos mouvements, mais c'est ça. C'est la frustration du système actuel, mais l'amour profond pour le reste puis pour vouloir changer ça. Puis là, on dirait que ça, là-dessus, je carbure à ça depuis des années. Puis je pense honnêtement que c'est les deux meilleurs carburants pour continuer. Fait que justification à apporter à l'institution qui refuse de donner l'éco-anxiété aux jeunes, c'est dire que ça fait partie d'un écosystème d'émotions qui sont normales à vivre en période de polycrise, puis on va passer par-dessus naturellement. Ça fait partie du processus, mais qu'au-delà de ça, c'est plus de dire, OK, on va nourrir la discussion dans toutes les sphères possibles, puis de justement casser ces silos-là, que c'est pas juste dans les sciences naturelles qu'on va parler d'écologie, mais en littérature aussi, en art, puis genre en sciences humaines. Puis au-delà de ça, c'est de se dire, OK, on a un changement qui est systémique, structurel à faire, mais il faut qu'on en parle dans toutes ces sphères-là. Puis je pense que plus on en parle, mieux c'est. Surtout si on a les compétences après de canaliser ces émotions-là, qui peuvent être difficiles à vivre certainement, mais les canaliser et diriger les gens vers les bonnes manières. Puis ça, dernier point, ça n'inclut pas juste les jeunes. Souvent, on est tout le temps, là, vous êtes prof, c'est normal, votre public cible, c'est les jeunes, mais il faut aussi qu'on aille porter ce message-là aux autres générations parce que ce poids-là est sur nos épaules énormément et c'est difficile à vivre au quotidien. Fait que vraiment d'aller porter le message plus large que ça aussi, là. Merci. Je ne sais pas si ça aide un peu, ça donne des pistes de justification en quelque sorte. Oui, c'est ça. Effectivement, dans les cégeps, c'est les profs qui se forment. Là. Oui. Je pense qu'il nous reste deux questions dans le clavardage, puis une autre question dans la salle ici. Ce que je suggérerais, peut-être poser les questions en rafale pour les minutes qui nous restent, puis on pourra laisser un dernier tour de parole aux personnes à la table. Samuel, est-ce que tu peux nommer les personnes en question? Parce que malheureusement, je vois pas les questions, moi. Donc, il y avait Garance Manivelle qui avait une question. Garance, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Ok, parfait. D'abord, merci à tout le monde pour cette conversation qui est vraiment super inspirante. J'ai plein d'autres questions qui me viennent en tête après les derniers commentaires, notamment les commentaires de Sandrine sur le rôle de l'intergénérationnel dans la mobilisation. Mais ce sera pour une autre discussion. Donc, la question que j'avais est très vaste aussi, et je pense que ça pourrait aussi faire l'objet d'une conversation à part entière. Mais pour faire simple, j'aimerais beaucoup entendre votre point de vue personnel, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment une réponse à ça, mais j'aimerais savoir où est-ce que vous mettez le plus d'espoir de changement entre le milieu de l'éducation formelle et le milieu de l'éducation informelle. Sachant que, je repense à ce que Jacob disait tout à l'heure, que si on changeait l'éducation à l'école, on n'aurait plus besoin de transformer le monde, parce que ce serait d'une certaine manière déjà fait. Le problème étant que les programmes scolaires font aussi partie d'un programme politique et d'une vision du monde qui est portée par les gouvernants. Donc voilà, avec le temps limité qu'on a pour agir aujourd'hui, est-ce que vous, personnellement,
vous pensez que l'intervention au sein des institutions éducatives ou en dehors des institutions éducatives est plus porteur de changement? Merci. Merci, Garance. Et l'autre personne, c'était? C'était Anne Deslauriers. Oui, ben moi, je réagissais, c'est parce que je me posais la même question un petit peu d'une autre façon. Je réfléchissais dans ma tête. Je me demandais un petit peu en écoutant nos amis d'Haïti, puis j'avais même envie de leur écrire personnellement parce que j'étais pas certaine d'être capable de bien le formuler, mais je me demandais vraiment concrètement qu'est-ce qui était transversal, non pas dans nos intérêts, mais dans la question environnementale, puis qui pourrait nous unir plus concrètement. Puis, selon eux, surtout, selon elles, quels seraient les principaux obstacles là, auxquels peut-être qui peuvent nous empêcher d'essayer de le faire ou qui seraient évidemment là, qui seraient peut-être des épreuves à ce projet-là là, d'être plus unis. Puis voilà, j'aimerais les entendre à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Anne. Il nous restait une question dans la salle. Ah, peut-être deux? Oh, ben, je vais y aller. Donc, moi aussi, je suis professeur au Cégep. C'était vraiment intéressant de vous entendre, vraiment instructif. Pour vous parlons peut-être d'un colloque en éducation, qu'on vous en reparle. Mais voilà, parce qu'on est militante en plus d'être enseignante, n'est-ce pas? Et vous entendre parler de votre, du fait d'avoir cessé d'étudier, du choix que vous avez fait, vous, comme jeune adulte. Hein, si j'ai bien compris votre parcours, c'était aux études supérieures que vous avez décidé d'arrêter. C'est pas le même, tu sais, vous aviez eu un bagage, justement, un vécu, un apprentissage des connaissances de base, votre esprit critique était pas mal formé. Donc, si je comprends, vous avez eu, grâce au mouvement, au militantisme, une capacité donc de vous former vraiment dans le, c'est ça, par le milieu, par le militantisme. Mais ma question s'adresse à Gal parce que tu nous as parlé donc de l'école. C'est au secondaire, oui, c'est par ta sœur qui était déjà impliquée à l'école aussi militante, donc que tu t'es formée, que tu t'es intéressée à cette lutte-là. Je serais curieuse de savoir si tu as eu de la résistance au sein de l'école ou si tu as eu de l'appui de la part justement d'adultes, de professeurs, d'enseignants, peut-être oui, dans ton environnement familial, il y avait de l'appui, mais tu sais, au sein de l'école, parce que il me semble que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, mais j'ai cru comprendre avec ce que tu disais, que c'est un lieu de mobilisation aussi. Donc, tu sais, c'est ça, c'est vraiment quel rôle les adultes ont joué. Est-ce qu'il y a des freins, des appuis ou totalement neutre dans tout ça? Super, merci beaucoup. Ben, peut-être qu'on pourrait profiter de l'occasion, Gal, pour te céder la parole, puis ensuite, on pourra enchaîner avec Sandrine et puis Jacob, puis par la suite terminer avec les gens en Haïti, les gens du GAF, étant donné qu'il y a une question même spécifique là, qui leur a été posée. Alors, regarde. Donc, moi, je ne pense pas que je représente la majorité des ados parce que je vais à une école privée qui est vraiment petite et généralement, les profs sont vraiment des personnes géniales qui m'ont appuyé comme beaucoup. Et comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, aujourd'hui aussi, j'ai dû manquer genre 3 cours et la majorité de mes profs ont dit comme, ouais, c'est correct. Donc, ils m'ont même dit comme, bonne chance. Donc, c'est pas c'est pas comme ce qui se passe avec la majorité des ados. Et je connais beaucoup d'autres élèves qui étaient avec moi en PLF, que leurs profs n'étaient pas contents du tout et comme manqué de l'école chaque vendredi pendant 14 semaines d'affilée, c'était vraiment pas... ouais, ça leur a nuyé beaucoup. Puis, ouais, donc ça dépend vraiment de l'école spécifique. Mais pourtant, il y a quand même beaucoup de support et je sais que je connais d'autres gens qui ont eu comme peut-être un prof qui l'a appuyé beaucoup et moi, j'ai été aussi comme formée dans l'équipe verte de mon école qui était menée par une prof de sciences et elle m'a beaucoup aidée et comme on est encore en contact parce que elle m'a enseigné beaucoup et c'est comme ça que je suis devenue activiste. Et maintenant, ce groupe, il est mené par des étudiants. Donc, ça a changé un peu, mais ça dépend de l'environnement. Mais pour moi, j'étais très chanceuse que j'ai pu avoir cette expérience. Mais ça dépend. Et
c'est vraiment dommage que les élèves, que les écoles n'appuient pas toujours les élèves dans leur activisme. Parce que... Merci, Gal. Pour mon côté, c'est plus pour répondre pour la question de Garance par rapport à l'éducation formelle versus informelle, là, je crois bien. Je pense que dans le contexte actuel, c'est sûr que ça serait mieux que, comme on parlait de synergie tantôt, qu'on puisse avoir une éducation autant informelle que formelle par rapport à la science de l'environnement. Toutefois, je pense qu'on a l'élément de la temporalité qu'il faut retenir, que c'est sûr qu'on pourrait passer énormément de temps à revisiter la structure du système actuel qui doit être réformé là, intrinsèquement. On pense notamment parlons éducation là, au printemps dernier, justement, qui avait cette tentative-là. Toutefois, je pense qu'avec la temporalité reliée à ça, je pense que si je peux faire cette analogie-là, c'est qu'en ce moment, on est comme dans un train qui fonce vers un mur. Puis là, il faut d'abord arrêter le train, en sortir, puis se questionner si c'est le meilleur moyen d'avancer, puis après ça, de voir collectivement s'il n'y a pas d'autres moyens qui existent pour avancer, tu sais. Fait que j'ai l'impression que le système d'éducation, c'est un peu ça, c'est que déjà, il faudrait dire, OK, ben comme là, on a un enjeu qui va affecter tout le monde dans la société, fait que là, on peut-tu, genre, arrêter 2 secondes le système qui fonctionne capitaliste, puis se dire, OK, on arrête tout, on se questionne, puis on repart à neuf, ce qui est extrêmement difficile à faire, on s'entend, mais je pense que en ce moment, c'est ça, l'éducation plus grassroots ou informelle permet de planter plus de graines de réflexion qu'en ce moment, ce qui est dans la structure. Je ne dis pas que la structure n'est pas nécessaire non plus. Là. Mon point est en plus qu'avec l'urgence en ce moment, on n'a comme pas le temps d'aller faire une réforme du système d'éducation sans toutefois nourrir une éducation informelle. Puis c'est beaucoup plus facile avec notre pouvoir agir citoyen de transformer à partir de l'éducation informelle que par l'éducation formelle. Toutefois, un indice qui peut être intéressant pour les profs dans la salle, il y a l'organisme EduConnexion, qui est vraiment cool, qui partage énormément de ressources sur comment rajouter une éducation relative à l'environnement au sein des différents cours. Puis ce qui est aussi très intéressant que nous, en tant que citoyens, puis on a un pouvoir d'agir au sein même du système d'éducation, c'est qu'on peut proposer des modèles de cours ou des activités qui, une fois approuvées par le ministère, peuvent après ça être diffusées at large aux enseignants, enseignantes, et que là, après ça, c'est comme accepté par le ministère. Fait que là, après ça, il n'y a aucune justification que l'école peut faire de ne pas donner ce cursus-là. Fait que ça, il y a peut-être des brèches à faire dans le système d'éducation actuel en tant que citoyen et citoyenne, mais je pense quand même que dans le contexte d'urgence, l'éducation informelle doit être d'abord celle qu'on emploie, notamment parce qu'il n'y a aucune lunette d'anti-oppression, d'anticapitalisme dans notre système actuel. Puis si on veut créer un monde post-capitaliste, on n'a pas le choix d'avoir cette lunette-là puis de l'emmener. Puis je pense que ça vient par justement le fait qu'on se rassemble à l'extérieur, dans les parcs, dans les rues. Merci. Jacob, peut-être rapidement. Oui, absolument. Ben, rapidement, t'inquiète, on a la même question. Je ne sais pas comment on peut passer après ça. Mais oui, j'ai tendance à penser que même si on voulait changer l'éducation formelle avant l'éducation informelle, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que comme une instance se change d'elle-même de fond en comble. C'est toujours par les marges qu'on est capable de faire des changements de société. J'ai l'impression que si on est pour changer l'éducation formelle, qui, comme Carl tu disais, c'est ça qui a comme le plus de punch. C'est ça qui permet d'avoir des bases de société, puis qui permet d'avoir comme des réflexions communes, puis d'avoir comme des bases communes. Mais je pense que ces bases-là vont être changées par des gens qui vont être dans les marges, puis qui vont pousser pour que ça change autant en interne, mais qui vont montrer l'exemple à l'externe aussi, que si on veut créer des écoles qui sont communautaires, des écoles qui sont capables d'avoir une perspective autre que juste comme s'assurer que tu apprennes les choses, que tu les connaisses par cœur, que tu sois un bon travailleur, travailleuse, puis que ce soit pas mal ça l'objectif jusqu'à comme la maîtrise ou le doctorat. Puis là, tu es comme, OK, tu peux commencer à réfléchir par toi-même. Il y a quand même cette idée-là que ça va être à travers l'école, l'éducation informelle ou non formelle, je sais plus. Les deux. Les deux. Que c'est à travers ça qu'on va être capable même de changer l'éducation formelle si c'est ça qu'on veut faire. Je pense qu'on veut le faire, mais encore une fois, pas. On est comme pogné avec la temporalité. Puis pour ajouter sur l'analogie du train, il y a aussi la question qu'on doit se poser de comme on sort, puis est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est pas seulement qu'on fait pour repartir, mais comme est-ce qu'on sait vraiment où on s'en va? Puis est-ce qu'on veut vraiment aller là? Puis je pense que de un, la majorité des gens ne savent pas où on s'en va. La preuve, c'est que l'école ne nous le dit pas parce que c'est ça, rapport du GIEC, parce que c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut aller là?
Puis après ça, là, ben, c'est vous qui décidez, là, mais je préfère rester en bas de 1,5. Merci, Jacob. Peut-être un dernier mot, Kerline et Vidmaël. Merci beaucoup à la salle, merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui ont pris le temps de partager ce moment avec nous. Je crois que nous, de notre côté à Haïti, nous avons beaucoup appris de vous. Et vous qui êtes au Québec, je crois que on va vous dire que ce moment nous a été vraiment, vraiment satisfaisant. Espérons que nous pouvons rencontrer une prochaine fois, même si c'est virtuel, même si c'est présentiel, et que nous espérons quand même. Donc, de notre côté, nous allons garder le cours, nous allons rester connectés, rester motivés pour la lutte, qui est vraiment, vraiment importante. Et de votre côté, espérant que vous n'allez pas lâcher prise et que vous allez continuer. Ça a été un plaisir et nous vous remercions. Ok, je remercie les panélistes d'être côté, de votre côté aussi, de notre côté. Je remercie le Centre du CAM, je remercie aussi le CAP, je remercie les participants dans la salle. Je remercie encore et encore. Alors, je pense que cette relation à l'interne du Québec ne va pas s'arrêter là. Il y aura toujours de nouvelles opportunités pour converser. On ne sait jamais d'où ça va arriver puisque nous portons de même idéologie, de même mouvance d'esprit. Et je pense que peut-être dans les semaines, dans les mois ou encore dans les années à venir, un jour, le Centre avec les jeunes présents depuis Haïti, nous pourrons aussi participer dans une activité qui aura le plus grande portée environnementale, puisque moi je crois déjà, dans le sens que si nous partons vraiment d'une même idéologie, la finalité doit nous réunir, dans le sens que nous devons s'entraider sur ce point-là, et je suis très efficace dans mes mots. Il faut que nous partons d'une idéologie plus commune. Et je pense que l'une des choses que nous pourrons faire avant de laisser cette étape, puisque je connais déjà certains noms dans le programme qu'on avait eu Quentin, Jacob, Florence, Sandrine, et je vous salue déjà pour ceux qui ne sont pas présents. Donc, je pense que je pourrais connaître leur visage une prochaine fois. Mais ce que je peux laisser, et qui pourrait déranger si je ne le fasse pas, nous savons que nous défendons une cause commune, mais l'une des choses que je pourrais dire, c'est que avant de laisser cette table, il est très, très important que nous ayons un lien, un lien de communication beaucoup plus direct entre le Centre et Haïti, puisque nous avons un rapport haïtien-québécois. Donc, je pense déjà que via M. Dominique Antoine, qui était notre pont et notre lien via cette activité, nous pensons que nous pourrons rester connectés de telle sorte qu'à ne pas rater rien qui se passe dans l'ère environnementale et aussi écologique. Donc, déjà, je dis merci pour cette opportunité que vous avez donnée. Cela me tient à cœur. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être au micro et sur cette étape. Donc, je remercie déjà tout le panel. Et une je ne sais pas trop. Donc, je remercie déjà d'être aujourd'hui notre animateur. Donc, déjà, bonne route avec votre idéologie et nous, de notre côté, nous ferons pareil. Super, ben, merci à notre tour de transmettre les remerciements. Merci beaucoup, Vidmaël. Merci aussi à Kerline. Et merci à Antoine qui nous a permis de prendre contact avec vous. Et assurément, on va garder contact avec vous. Puis j'en profite aussi pour remercier les panélistes Gal, Sandrine et Jacob qui ont participé aujourd'hui. Puis merci à vous de vous être déplacés pour la rencontre aujourd'hui. Les échanges de ce matin ont vraiment été très féconds, éclairants, inspirants. Alors, je réitère les remerciements. Puis j'ai vu que dans le fil de discussion, il y avait des remerciements très chaleureux qui ont circulé. Donc, les panélistes, je vous invite à les consulter. Ça donne de la force. Ça donne... Alors, j'en profite pour annoncer les événements qui s'en viennent. Alors, jeudi, le 12 octobre, de 13h30 à 16h, nous aurons une table ronde intitulée « Éducation, environnement et territoire, perspectives autochtones et décolonisation des savoirs »
contexte de la journée dite de la découverte des Amériques. Ensuite de ça, le jeudi 19 octobre en soirée, donc 18h30 à 20h, nous aurons une conférence intitulée Géopolitique des transitions et des réexistences, perspectives écoféministes du pacte écosocial et interculturel du Sud. Alors, la conférencière s'exprimera en espagnol. Il y aura une traduction simultanée vers le français. Et finalement, vendredi 20 octobre, dans le cadre de la journée de l'éducation relative à l'environnement, la table ronde Design, art, écologie et engagement qui aura lieu en matinée de 10h à midi. Alors, ces événements se dérouleront, ceux du 12 et du 19, à la fois en ligne et ici dans la didactique de la Bibliothèque des sciences de l'éducation, alors que la conférence du 19 octobre aura lieu simplement en ligne. Le 19 et 20, ça va être en ligne. Ah, d'accord, OK. 19 et 20 en ligne. Merci. Merci beaucoup tout le monde.